Que nous commencions. À part Jacques Boyer, tout le monde est d'accord de commencer, c'est ça. Bonsoir à toutes et à tous, merci de vous être déplacés. Un gros merci, nous sentons, c'est notre deuxième rencontre, nous avons décidé, de rencontre de l'atelier, nous avons décidé de reprendre notre saison, non sans difficulté, encore plus non sans interrogation. Mais nous nous apercevons que le public est plus limité, il semblerait que ce soit général dans tout le domaine du secteur, au moins associatif, quel que soit le secteur d'activité, la culture, le sport, etc. etc. Donc, mais nous sommes quand même heureux d'être là et tout autant heureux d'accueillir Jean-Pierre Siméon. La plupart d'entre vous le connaissent parce que je crois, Jean-Pierre, que tu es venu il y a 3 ans. Le temps tourne vite. Et que, pour ceux qui ne le connaissaient pas de visu, peut-être si vous êtes là, vous le lisez, ce qui est, j'essaierai de le faire apparaître, tout à fait passionnant. La soirée, à la demande de Jean-Pierre, va se passer de la façon suivante. Il souhaite que je l'interroge et il se greffera là-dessus. Je greffe là-dessus une proposition. Si l'une d'entre vous, à un moment, va dire « Ah, mais là-dessus, j'aimerais donner mon point de vue », nous y sommes prêts. C'est-à-dire que nous avons un échange très, très simple, très direct, un peu comme si nous étions, mais nous sommes presque en famille. Ma première question ne touche pas à tes écrits. Qu'est-ce que tu es devenu depuis 3 ans? Depuis 3 ans, je fais toujours ce que j'ai fait jusque-là, avec évidemment la complication de la pandémie, là, du Covid. Je dirige la collection Poésie Gallimard. Voilà, je suis très investi donc, pour tout ce qui est la poésie chez Gallimard, on va dire. Et puis, je fais presque en temps ordinaire, quand il n'y a pas de confinement, des conférences, des rencontres, des débats, des tables rondes partout en France. Et quand il n'y a pas de Covid à l'étranger aussi, mais ces derniers temps, c'était plutôt en France. En appui, entre 2 confinements, j'ai pu faire quand même des conférences, même des interventions en milieu scolaire. J'en fais encore un peu, des universités, des choses comme ça. Voilà, toujours autour des mêmes questions de la poésie, pourquoi et comment. J'espère que vous me pardonnerez, mais forcément, comme c'est moi qui l'interroge, ça va être aussi un peu à partir de ma perception de l'individu, etc. Je pense que tout le monde aimerait savoir, c'est quoi ce Grand Prix en Chine? Ah, le prix de Chine, j'en sais rien, c'est arrivé comme ça, comme des choses me tombent sur la tête. J'ai reçu effectivement... Elle n'a pas pu faire très mal, celle-là. Non. Ah, non, les Chinois, ils ont créé comme ça des grands prix internationaux. Enfin, il y a au moins un grand prix pour la poésie, et qui a été donné à Denis, par exemple, qui est un des grands poètes d'aujourd'hui. Voilà, et puis chaque année, c'est un poète étranger. Et cette année, j'ai reçu un jour un texto de quelqu'un qui est à l'ambassade de France à Pékin, qui me dit, voilà, c'est quelqu'un que je connais, il m'a dit qu'il est conseiller culturel là-bas, il a obtenu un des très grands prix prestigieux de poésie en Chine. C'est très sérieux. Moi, au début, je croyais que c'était pas sérieux. Franchement, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Ben, les Chinois, ils sont très malins parce que ça dit beaucoup. Les Chinois, ils colonisent économiquement, on sait bien. Ils n'ont pas pris les armes, mais ils ont pris d'autres moyens. Et ils le font aussi culturellement. En fait, ils sont très, très au fait. Ils ont envoyé leurs étudiants, ce que ne faisaient pas les Soviétiques, n'est-ce pas, plus bêtement, à mon avis. Ils ont envoyé leurs étudiants partout aux États-Unis. Les Chinois, leurs étudiants chinois, ils vont jusqu'à Harvard et tout ça. Il y en a beaucoup en France, il y en a à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, il y a une grosse colonie à la fac de Clermont. Ils envoient leurs étudiants qui prennent le meilleur et ils reviennent comme ça. Mais alors, ils ont des antennes et ils savent très très bien ce qui se passe dans la culture. Voilà. Et donc, ils ont dit, c'est passé comme ça. Ils voulaient un poète français. Ils ont interrogé l'ambassade de France. Ils avaient sûrement quelques antennes ici, je sais d'ailleurs. Et puis voilà, c'est tombé sur ma pomme. Voilà. Ben, c'est un prix qui est intéressant parce qu'il est lié au vin. À l'alcool en tout cas. C'est donné dans une grande ville de la province du Sichuan. Vous ne savez pas plus que moi ce que c'est, je pense, en fait. Et donc, le prix, c'est aussi une bouteille d'un alcool qui est d'une marque qui s'appelle 1573, que j'ignorais complètement, ça a été créé à cette époque-là. Et une bouteille, on m'offre une bouteille de $10 000. Non, c'est intéressant la poésie, vous voyez.
Oui, on ne va pas le voir. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas que ça en plus, il y a un vrai pactole avec. Ils ont de l'argent, les Chinois. Voilà, bon, enfin, c'est anecdotique. Quand même, au moment où, peut-être vous serez d'accord avec moi, au moment où en France la culture est si mal traitée, si mal considérée, si mal soutenue, c'est quand même quelque chose, ce prix, qui fait chaud au cœur et qui fait que, excusez-moi ce trait de prétention, les animateurs de l'atelier ne se sont pas trompés en faisant venir pour la deuxième fois un intervenant de qualité. Alors nous y allons. Sans ta permission, on avait déjà joué le jeu que tu nous proposes dans la rédaction de notre invitation. Peut-être tout le monde l'a eu, je ne sais pas. Je vais commencer par cette question parce que j'imagine qu'elle est dans ta tête, parce que par courtoisie, je lui avais envoyé, je la répète juste pour la remémorer sans plus, c'est Jean-Pierre qui parle, c'est dans ce petit livre qui porte un mauvais titre, petit éloge, et moi j'aurais remplacé grand éloge de la poésie, et c'est pas une flatterie. Tu dis ceci, c'est toi qui parles. J'irai jusqu'à dire que si l'humanité n'invente pas rapidement les moyens d'habiter poétiquement la Terre, il fait assez humide dehors, poétiquement la Terre, non pas à la faveur de petits arrangements, mais par une révolution de conscience qui inverse l'ordre des choses. Avoir pour vivre et non vivre pour avoir, par exemple. Elle se promet une longue et douloureuse agonie. Si vous avez le temps, vous la relirez, m'excuse de vous imposer ça. Je pense que chaque mot a presque son avant. Je me suis arrêté, moi, sur les petits arrangements. Ça m'a rempli 30 ou 40 ans de ma vie. Au plan politique, si vous voulez, au plan national. À Manouchian, on a essayé de faire des grands arrangements. Comment tu réagis à ce questionnement qui est apparu chez à peu près 1 millier de personnes? Oui, la question que tu poses dans le petit papier que j'ai regardé, évidemment, c'est-à-dire qu'est-ce que la poésie a à voir avec l'atelier ici, où on parle d'un point de vue politique au sens large, du devenir commun, etc. La poésie a tout à voir. Je passe ma vie, moi, quand je fais des conférences, des rencontres un peu partout, je passe ma vie à essayer justement d'expliquer en quoi il faut prendre la poésie au sérieux, et pas la prendre au sérieux comme genre littéraire, comme lui donner plus de place à la télé. C'est pas la question, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est vraiment au niveau de la réflexion la plus exigeante et la plus profonde qu'on peut avoir sur le devenir de l'humanité. Et sur le devenir de l'humanité, d'abord sur le destin individuel et le destin collectif. Et je dis simplement qu'on n'a jamais pris en compte sérieusement, vraiment, ce que représente la poésie quand on pense le destin humain, quand on pense un progrès, par exemple, quand on pense comment on fait une société. Jamais on a considéré les choses, la poésie comme un facteur essentiel. C'est toujours un surplus. La poésie et tout ce que ça désigne ce que je désigne à travers la poésie. C'est-à-dire, il faut qu'on s'entende d'abord sur une chose, pour répondre à la question. Quand je parle de poésie et politique, par exemple, je me rappelle avoir fait un débat une fois, invité par je crois, la commission culture du parti à Avignon, donc au Festival d'Avignon. C'était un débat sur justement la politique et la culture. Et on me disait, celui qui m'interrogeait me disait, ah oui, la poésie, ça peut être politique, il peut y avoir des poèmes engagés qui parlent. Et j'ai dit, mais c'est pas de ça dont on parle, cher ami. Je veux dire, un poème d'amour d'Aragon, c'est aussi important que Les yeux et la mémoire. Vous savez, Les yeux et la mémoire, un recueil d'Aragon qui commence par Mon parti m'a rendu les yeux et la mémoire. D'ailleurs, c'est un bon livre, par ailleurs. Ça voulait dire quelque chose. Je veux dire, à l'époque, c'était une pensée d'un parti qui était ferment d'éducation populaire, donc d'émancipation par la culture d'ailleurs. Ça voulait dire ça, ce livre. Mais bon, moi je leur disais, mais non, vous ne comprenez pas. C'est pas parce que Mayakovsky est aussi important quand il dit la barque de l'amour s'est brisée contre la vie courante, son dernier poème, que quand il écrivait des poèmes dans les usines soviétiques. La poésie, ça n'est pas le propos d'un tract, si vous voulez. La poésie, elle ne fait pas de programme, elle ne dit pas comment on va organiser la sécurité sociale. C'est avant ça,
qu'il faut penser les choses. Ce qui importe, pourquoi la poésie a une importance politique? Il faut revenir, je l'avais dit quand je suis venu il y a 3 ans, je suis sûr que je l'ai dit, il faut reprendre le sens du mot politique, évidemment, dans son étymologie première, c'est-à-dire, c'est la polis, la cité, polis P-O-L-I-S, n'est-ce pas, en grec, la cité. Donc la politique, c'est simplement comment on pense une cité humaine, comment on pense un collectif humain, comment on construit quelque chose qui fait que ce soit vivable, sinon complètement harmonieux, au moins que ça aille dans le bon sens. Et c'est de ce point de vue-là politique que je dis la poésie a à voir avec ça. Alors, la poésie, c'est pas d'abord le poème. Pour moi, ici, bien sûr, moi je m'occupe de la poésie, du poème, des poètes, j'ai dirigé le Printemps des poètes, j'écris des livres de poèmes, mais c'est ce qui est avant le poème. C'est ce qui est, quand je parle de poésie, c'est qu'est-ce que signifie la poésie dans l'histoire humaine. À travers toutes les cultures et toutes les civilisations, il y a eu des poètes, des milliers, je dirais même sûrement des millions de poètes, de gens qui ont, dans leur communauté, ont écrit ou dit des poèmes. Et alors, pourquoi? Comment se fait-il que c'est universel, que ce soit universel et que ce soit surtout éternel? Depuis l'aube des temps, il y a des poètes. Dans les premières sociétés, les sociétés orales, de tradition orale, on sait qu'il y avait des poètes, puisqu'on en a des vestiges qui ont été recopiés, retrouvés après par les effets de mémoire, etc. Et les premiers textes écrits qui nous sont parvenus, c'est de la poésie. Les plus anciens textes humains, ils relèvent de la poésie. Donc pourquoi cette ancienneté? Pourquoi partout la poésie? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle aspiration humaine? Puisque c'est partout. C'est pas lié à une pensée particulière, c'est pas lié à une religion particulière ou à un mode social particulier, c'est partout. Partout, il y a eu des humains, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Inde, chez les Inuits, ou partout il y avait des poètes. Donc, il faut comprendre pourquoi il y a des poètes partout. Et c'est pas ça ne peut pas être seulement parce qu'ils nous disent des choses gentilles, qu'ils nous font des petits poèmes agréables, parce qu'ils chantonnent la vie, etc. C'est certainement que c'est plus important que ça, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que ça représente dans l'histoire humaine que j'essaie de mettre à jour dans mes essais, notamment dans le dernier. Qu'est-ce que dit la poésie? Qu'est-ce qu'elle signifie dans l'histoire humaine? Alors je dis ça, et ça c'est très important politiquement, je dis que la poésie implique, ça se manifeste dans le poème si vous voulez, ça se dit dans les poèmes, mais implique un autre rapport à la réalité. Un autre rapport que le rapport dominant dans toutes les sociétés humaines, quelles qu'elles soient, encore une fois, quels qu'aient été leurs attendus philosophiques, moraux, idéologiques ou religieux, dans toutes les sociétés, ce qui a gouverné, je veux dire gouverné au sens qui a orienté, au sens de gouverner, qui a orienté la construction sociale, le mouvement social, le mouvement social veut dire la façon dont ça se construit, et les hiérarchies sociales. Qu'est-ce qui a gouverné partout? C'est, je le dis ici de façon un peu schématique, j'espère le dire de façon plus nuancée et argumentée dans le texte, c'est grosso modo trois grands totems. C'est-à-dire 10 totems parce qu'on est devant ça comme devant des puissances supérieures devant lesquelles toujours les hommes s'agenouillent. Et ces 3 totems, c'est l'avoir, le pouvoir et le paraître. L'avoir d'abord, qui a pour auxiliaire le pouvoir, car dès qu'on est obsédé par l'avoir et que l'avoir est premier, c'est-à-dire acquérir, posséder, tenir, ça c'est l'avoir. Eh bien, dès qu'on regardait acquérir, posséder, tenir, ça implique immédiatement le pouvoir. Ça implique un rapport de force. Car on a parce qu'on prend. Et on prend, si on possède, c'est qu'on prend et que les autres n'ont pas le droit de prendre. Donc ça veut dire, c'est une question de la propriété si vous voulez, hein, mais très simplement, le simple fait d'être obsédé par l'avoir implique obligatoirement un rapport de force et donc un rapport de dominant-dominé, de subordination obligatoirement. Encore une fois, bien avant, je parle bien avant le marxisme-léninisme ou toute autre pensée. C'est très ancien, c'est très archaïque si vous voulez. Et simplement, je mets en avant le paraître parce que le paraître est l'auxiliaire du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir s'arrange toujours pour nous dérober la réalité, n'est-ce pas? Pour nous tromper sur la réalité en nous faisant prendre l'apparence du réel pour le réel. Et ça, c'est sûrement aujourd'hui le lieu de l'oppression la plus grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, ce qui fait le pouvoir de ceux qui détiennent le pouvoir,
C'est-à-dire, en fait, les grandes puissances économiques, évidemment. Le politique, aujourd'hui, on le sait bien, n'a quasiment plus de pouvoir. Il n'est qu'au service des grandes puissances économiques. Et ce qui fait le pouvoir des grandes puissances économiques, c'est leur capacité à nous faire prendre pour réel ce qui n'est pas le vrai réel. Or, ça, c'est très intéressant, et c'est très important. Et c'est là que la poésie a son mot à dire. Parce que depuis toujours, la poésie nous propose une autre définition du réel que celle qui est couramment admise par nous tous, n'est-ce pas? Quelle est notre définition du réel la plus courante? Tu m'arrêtes, hein, Pierre? Non. Quelle est notre définition du réel la plus courante? Celle qu'on a spontanément, qui est naturelle. Et si est naturel, c'est-à-dire comme ça vient tout de suite, comme c'est normal, comme c'est ce qu'on vit tous, eh bien c'est très fort comme pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est le réel immédiat. C'est-à-dire, grosso modo, le réel tel que nous le nommons tous, ou tel que dans la discussion ordinaire, dans nos vies en tout cas, quand on parle du réel, pensez bien à ça, 99% du réel dont on parle, et celui avec lequel on agit, c'est le réel le plus immédiat. Le réel concret, la table, la chaise, le train, la voiture, etc. Ce réel-là. Et puis l'autre réel des rapports sociaux, mais un réel, vous voyez bien, dans sa représentation la plus immédiate. Alors ce que représente dans l'image les radios, les télés, les écrans, les séries, les fictions diverses, etc. C'est-à-dire le rapport amoureux, la mort, la maladie. C'est un réel proche, un réel auquel on a tous affaire, n'est-ce pas? Mais un réel ramené à sa dimension la plus simple, la plus, j'allais dire, stéréotypée et conventionnelle, si vous voulez. Or, les poètes depuis toujours, et la poésie depuis toujours, elle sert à ça, très concrètement, à mettre en cause cette représentation-là du réel. Et cette puissance du réel immédiat, du réel pragmatique, pratique, si vous voulez, qui est absolument indispensable et nécessaire, on vit avec, n'est-ce pas? Mais elle met en cause le primat et la domination de ce réel-là sur nous. C'est-à-dire que la poésie dit depuis toujours, il y a une autre part du réel, bien plus importante, bien plus profonde, bien plus complexe. Et c'est celle qui fait la matière de notre vie. Mais celle-là, qui en parle? Qui la révèle? Elle est escamotée la plupart du temps. Elle est escamotée parce que le langage que nous utilisons pour parler de la réalité, de la vie quotidienne, de nos soucis, de nos désirs, le langage que nous utilisons, c'est le langage ordinaire commun, qui est un langage qui ne dit du réel que sa part la plus évidente. C'est-à-dire, elle ne dit du réel que on va dire, 10% du réel. La part, imaginez un iceberg, la part émergée du réel. Et la grande part immergée du réel, le langage ordinaire n'en parle pas. Il ne peut pas. Il n'est pas fait pour ça. Puisque le langage ordinaire que nous utilisons, c'est que nous utilisons quand nous parlons ordinairement, quand on écoute la radio, la télé, quand on utilise les hommes politiques, tous les gens qui parlent, tout ce qui est écrit partout, c'est un langage qui repose sur une seule logique, ce qu'on appelle la monosémie, un mot égale un sens. C'est-à-dire qu'elle ne dit du réel que la nomination des choses, des parties du réel. Là, une table, c'est une table, une chaise, c'est une chaise, un vieux, c'est un vieux, un jeune, c'est un jeune, un croyant, c'est un croyant. Et vous voyez comment on va, avec des définitions, au sens propre de définition, ce qui met des limites, qui définit, donc qui finit les choses. Comment on coupe le réel en petits morceaux, et en petits morceaux qu'on enferme dans des identités closes. Le langage que nous utilisons tous les jours, et c'est très important de comprendre ça, puisque je dis que c'est l'instrument d'oppression le plus fort aujourd'hui. Le langage qui est partout et qui nous traverse, malgré nous, que nous utilisons tous, c'est un langage appauvri, aplati. C'est surtout un langage qui est soumis au diktat de ce qui fait la loi aujourd'hui, la rentabilité, l'efficacité. C'est-à-dire un langage aujourd'hui, une langue, pour dire autre chose, langage verbal, donc une langue n'est acceptable que si elle est efficace et rentable. C'est-à-dire si ce que je dis est immédiatement compréhensible, sans nuance, sans complexité, il faut que ce soit clair, net et qu'on comprenne ce qu'on veut dire. D'ailleurs, les hommes politiques parlent de plus en plus de cette langue qui est une langue tellement raréfiée, qui va tellement à des sens minimums,
des séances minimum facilement compréhensibles, qui ne laissent pas de doute, etc. Alors que le réel dont il parle est évidemment un pseudo-réel. C'est une surface de réel, c'est un bout de réel. Et on le remarque tous. Ce que je suis en train de dire, qui est peut-être paraître complexe, mais on le dit tous spontanément, puisqu'on dit, mais il parle de quoi? Il parle de quelle vie? Il ne parle pas de notre vie. Il parle de quel réel? Il ne parle pas de notre réel. Évidemment, la langue qu'ils emploient ne peut pas parler de la complexité du réel. Et alors, l'intuition poétique depuis toujours, s'il y a des poètes depuis toujours, c'est que dans toutes les communautés humaines, depuis l'aube des temps, on a utilisé, par définition, c'était indispensable, un langage simple, monosémique, univoque, un mot égale un sens. Pour se comprendre, c'est obligatoire. Comment on peut faire autrement? Il faut bien qu'on se dise des choses et qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc, pour pas qu'il y ait de malentendu, il faut que ce que je dis ait le moins de sens possible. Parce que s'il y a 10 sens dans ce que je dis, alors vous dites quoi? Donc, la réflexe normale, c'est de parler le plus simplement possible, d'être efficace et rentable. Seulement, plus on parle simple et direct, plus on s'éloigne, on triche et on s'éloigne de la réalité. Parce que la réalité n'est ni simple, ni réductible, ni compressible, si je voulais dire, dans des microsens. La réalité que nous vivons tous, chacun d'entre nous, chaque jour, est la réalité que vit l'humanité. Alors n'en parlons pas, et on parle de groupe humain, n'est-ce pas? Et alors le grand groupe humain, c'est une réalité d'une infinie variété et complexité. Alors, on voit bien l'écart énorme qu'il y a entre le langage dont nous disposons tous et la réalité qu'il faudrait dire. Donc, la question, la vraie depuis le début, c'est avec quel mot on parle de la réalité. Et c'est très important parce que c'est la langue qu'on utilise pour dire réel qui régit nos rapports au réel, qui, pour tout dire, nous induit ou indique nos comportements. Nous nous comportons comme nous parlons. Si nous parlons vite, comme on fait aujourd'hui, vite avec des sens restreints, etc., nous n'avons qu'un usage restreint et rapide du réel. Nous vivons aujourd'hui tous, à moitié le réel. Enfin, peut-être même pas à moitié le réel. On vit un bout de réel. Et nous sommes tous astreints, et ça c'est très politique, à vivre. Et c'est ça qui est valorisé, c'est ça qui est toléré, c'est ça qui est légitimé par le langage même qu'on utilise. N'est-ce pas? On ne vit que dans la part la plus, comme je disais tout à l'heure, la part la plus simple, la plus immédiate du réel. Sauf que ce n'est pas notre vie. On veut nous faire croire que, oui, la vie, allez, les intellos nous emmerder, hein. La vie, elle est simple, en fait. Il y a des tables, il y a des chaises, on mange, on boit et on meurt. Mais non, c'est pas si simple. On le sait bien. Chaque instant de notre vie est plein de sens, et plein de profondeur, si on le veut, n'est-ce pas? Et même si on ne veut pas, d'ailleurs. Puisqu'il nous arrive des choses, n'est-ce pas? Nous vivons des choses qui sont d'une immense complexité. On sait très bien, nous tous, que quand nous nous arrêtons un peu, quand nous prenons le temps de l'arrêt, pour telle ou telle raison, peu importe, quand nous prenons le temps de l'arrêt, eh bien, ce qui nous paraissait simple et évident, que nous croyions défini par un mot, ou par ce que nous ont dit les savants qui disent, ça c'est telle chose, un arbre c'est un arbre, voilà, l'électricité c'est ça, si on s'arrête un tout petit peu, la moindre chose qu'on regarde vraiment, elle devient immense, illimitée, elle devient compliquée. Rien n'est simple. Un caillou n'est pas simple. Un caillou, il est simple si on n'y pense pas, si on marche dessus, si on ne regarde pas, si on le regarde d'un regard distrait, qui le met comme, voilà, dans les pertes et profits du réel. Il y a des cailloux, bref. Mais un caillou n'est pas un caillou. C'est-à-dire chaque caillou est autre chose que le caillou d'à côté. Chaque caillou est un monde d'une certaine façon. Alors je donne souvent l'exemple de l'enfant qui s'arrête, c'est mon truc qui vient là, je sais pas. Bref, je donne souvent l'exemple des enfants qui sont capables, des petits enfants, qui s'étonnent de tout, qui sont capables de mettre du sens dans la chose la plus banale. Parce que simplement, pour eux, c'est neuf. Donc ils s'arrêtent sur un caillou, sur une branche d'arbre, sur un champignon, je sais pas quoi, et c'est un monde pour eux. C'est pas comme nous, on dirait, c'est un champignon, puis basta, quoi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, regardez, je prends l'exemple du champignon. Un champignon, c'est un champignon pour moi qui ne connais pas les champignons. Et quelqu'un qui connaît bien les champignons, connaît, alors pour lui, les champignons, c'est beaucoup plus. C'est un monde. C'est un savoir infini. Et puis c'est des pratiques, c'est des lieux, c'est une atmosphère, c'est une aventure, même, on va dire. Vous voyez? Et ce que je dis là du champignon, je pourrais le dire de tout, au fond. Et alors, ce qui fait apparaître justement la profondeur de réalité de la chose la plus simple, eh bien c'est le réflexe poétique.
c'est l'attention prise. Ce qui fait voir qu'au-delà de l'immédiat, des choses précises et définies, il y a un immense incertain. L'aventure possible, l'impossible possible, c'est-à-dire ce à quoi on ne pensait pas, l'imprévu, l'inconnu. C'est-à-dire que la poésie, le principe poétique, c'est dire qu'il y a de l'inconnu dans toute chose. Il y a de l'inconnu dans la moindre des choses, la plus banale. Et c'est le dire aussi, et c'est là que les poètes sont importants, c'est le dire aussi de l'humain. C'est-à-dire aucun geste humain, aucun fait humain, un sourire, une larme, un pied qui trébuche. Pour un poète, c'est beaucoup plus que ça. Ce que je disais du champignon, on pourrait le dire du pied qui trébuche, de la larme, etc. C'est-à-dire que le poète dit que chaque chose de notre existence, chaque élément de notre vie est un infini à explorer. C'est-à-dire que le monde, au lieu d'être étriqué et ramené à sa surface, aux mécanismes sociaux, aux mécanismes tout simplement pratiques de la vie courante, au lieu d'être réduit à ça, ce à quoi nous sommes contraints dans cette putain de société de consumérisme. Nous sommes rendus à ces enfermements-là, à ces nécessités-là. On agit, on ne bouge que pour aller acheter, que pour... enfin, vous voyez, je simplifie un peu, mais que pour des choses déterminées et sur des chemins précis en plus. Il n'y a pas de... On ne prend pas de chemin de traverse. On doit tous aller là ou là. D'ailleurs, les publicités sont faites pour ça, n'est-ce pas? Bon, bref, toute notre société est organisée pour ça, pour que nous ayons cet usage restreint, mesquin, tout petit du réel. Alors que Victor Hugo disait « Chaque homme est un monde ». Et Paul Éluard disait « Oui, il y a un autre monde, mais il est dans ce monde ». Ça veut dire exactement ce que je vous dis. Ça veut dire que Éluard, Hugo et tous les poètes nous disent « Rien de ce qui est humain d'abord, mais rien de ce qui est naturel n'est réductible à sa définition, à son identité, comment dire, impérative, péremptoire, celle à quoi on l'assigne d'habitude. Nous sommes tous, toutes choses autour de nous sont assignées à des identités restreintes. Et nous-mêmes, parce que je parlais du champignon, je parlais du caillou, mais le principe est le même pour l'être humain. Nous sommes réduits aujourd'hui plus que jamais, et ça c'est le grand malheur de ce temps, politique. L'être humain est réduit à des rôles et des fonctions, et au mieux à ce qu'on lit dans la carte d'identité. Vous voyez, le plus grand lieu d'oppression symbolique, il est là. La carte d'identité, c'est votre nom, votre prénom, votre lieu de naissance, votre taille, je crois, la couleur des yeux. C'est ça l'identité. Vous voyez, rien que si on met en regard les éléments qu'on donne et l'identité, votre identité est réductible à ça, c'est un scandale, c'est un canular, on pourrait en rire si ce n'était pas si grave. Parce que le principe de la carte d'identité, maintenant, il est généralisé pour tout. Tout doit être réductible à quelque sens impératif et consensuel. Et surtout, évaluable, n'est-ce pas? Attention, c'est une question de pouvoir. Donc, rien ne peut échapper à son identité. Et voyez, tout ce que je dis commence à déboucher sur la grande névrose, qui est plus qu'une névrose, qui est devenue une psychose aujourd'hui, une hystérie, la grande hystérie identitaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'agit, parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a peur de l'imprévu, parce qu'on a peur que le réel nous échappe, alors il s'agit d'asservir le réel à ses identités closes et restreintes. C'est-à-dire, il s'agit d'asservir, d'enfermer le réel et toutes les choses du réel à des identités fermes et qui sont forcément limitées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce qui se passe et qui fait souffrir beaucoup, je crois, qui fait souffrir au-delà de toutes les souffrances sociales, etc., la première souffrance, c'est que plus ça va, moins chacun est reconnu dans sa richesse, moins l'être humain est reconnu dans sa richesse. Il est systématiquement, dans cette logique-là, réduit à des rôles et à des fonctions. On ne vous parle que comme rôle ou fonction. Et nous sommes de plus en plus tous catégorisés. Et même la structure sociale, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais la structure sociale, si on l'analyse, son évolution depuis 50 ans, elle est absolument très très vite, comment dire, elle a été très vite modifiée pour amplifier les moyens de contrôle de l'identité de chaque chose et de chacun. De chaque chose aussi, de chacun. Il n'y a plus de marge d'interprétation. Il n'y a plus de marge d'incertitude.
La preuve, que le fait que nous soyons aujourd'hui dans une autre hystérie, la peur de l'inconnu, de ce qui ne nous ressemble pas, ça dit tout ça. Ça dit tout ça parce que la peur de l'inconnu, ça s'oppose à la maîtrise qu'on voudrait avoir du sens. La maîtrise du sens, c'est le connu. Ah ben je connais, j'ai pas peur. Je connais pas, j'ai peur. Il y a un risque. Bon, sauf que la vie, c'est l'inconnu. Si on fait en sorte que tout soit connu et repérable et identifiable, carte d'identité, vous voyez, beau papier. Vous voyez ce que je veux dire? Avez-vous beau papier? Bon, si on est dans cette logique-là, on est dans le monde qui est celui dans lequel on vit, qui est petit à petit, malgré les apparences, de plus en plus totalitaire. Moi, j'ai jamais vu autant d'injonctions qui nous aient été faites. Maintenant, j'ai 71 ans, j'en ai vu des choses, j'en ai entendu dans ma vie, et le monde dans lequel je vis aujourd'hui, je rêve des fois. Enfin, je dis, mais c'est incroyable. Regardez, vous prenez le train, le nombre d'injonctions qu'on vous fait. On vous dit même, mais c'est intéressant, on vous dit faites attention, ne descendez pas du train en marche. On vous prend vraiment pour des cons. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Attendez que le train soit arrêté, faites attention à la marche, entre la marche et en plus on serine à chaque gare. Donc, voilà, enfin c'est ça sans arrêt. Et donc, simplement, ce petit exemple, je pourrais le généraliser, c'est partout des injonctions. C'est partout des injonctions de comportement. Vous voyez, et dans une langue qui est aussi, elle, injonctive. Vous voyez, la grammaire, c'est important. Injonctive, c'est-à-dire une langue de commandement. Aujourd'hui, la plupart des discours qui nous arrivent, même sous on va dire, des prétextes de séduction, de gentillesse, la pub, etc., c'est des injonctions. Nous sommes bombardés du matin au soir d'injonctions. Comment il faut aimer, comment il faut parler, comment il faut penser, comment il faut marcher, comment il faut s'habiller, etc., etc. C'est vrai de toute société. Toute société, depuis l'aube des temps aussi, les sociétés sont fondées sur des conformismes, des consensus et des conventions. J'appelle ça la règle des trois cons. Consensus, convention, consensus. Avec conformité, la même forme. Le consensus, on sent tous pareil. Et la convention, on va tous au même endroit. Étymologiquement, ça veut dire ça. Donc, oui, c'est vrai que toutes les sociétés ont pour maîtriser ces bombes de sens que nous sommes tous, puisque nous sommes indéfinissables, que nous sommes sans identité stable. Personne ici n'est dans une identité stable. La preuve, on change chaque instant. On n'a pas la même couleur de cheveux aujourd'hui, il y a 10 ans, etc. etc. Enfin, même d'un instant à l'autre. Il n'y a pas d'identité stable, ça n'existe pas. La vie est mouvement. Donc si la vie est mouvement, elle est démentie de ce qui précède immédiatement. Elle est toujours autre, la vie. La vie n'est jamais arrêtée. Et l'obsession du pouvoir, de tout ce qui fait société depuis l'aube des temps dont je parlais, c'est d'arrêter la vie. Puisqu'elle si elle est mouvement, elle est pleine de possibles. Et le possible, c'est dangereux. Vous voyez, on est bien aujourd'hui, il n'y a pas d'autre monde possible que celui dans lequel on vit. Vous voyez, la poésie à voir avec tout ça, puisque donc, je dis, les hommes inventent la poésie depuis le début pour faire objection à cette représentation du monde, à cette relation à la réalité, pour libérer notre relation réelle, pour contester ce que je dis depuis le début, contester toute définition, close, fermée, solide. C'est-à-dire que la poésie dit toujours ce qu'on vous dit défini, avec une définition claire, c'est-à-dire une limite, on vous dit que c'est comme ça, et un point c'est tout, c'est dans le dictionnaire d'ailleurs, ben les poètes depuis toujours ils disent non, ça n'est pas que ça, c'est ça et mille autres choses. Ce que disait Rimbaud quand on lui disait on ne comprend rien à vos poèmes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sa mère qui disait ça. La mère de Rimbaud, d'Arthur Rimbaud, dit mais enfin, c'est un grand dadé de 17 ans qui écrit des poèmes géniaux, mais bon, bref, à l'époque, c'était elle lit ça, elle ne comprend rien. Et il dit mais qu'est-ce que ça veut dire, Arthur, ton truc là? Et il lui dit ben, ça veut dire ce que ça veut dire, donc le premier état des choses, littéralement et dans tous les sens. Et la poésie arrive dans tous les sens. La poésie, elle illimite le sens pour chacun d'entre nous. La poésie, si vous vous poétisez, si vous vous regardez poétiquement, si vous faites vivre en vous l'aspiration poétique qui est chez tout être humain, eh bien vous faites vivre l'émergence des sens. On appelle ça le désir. Le sens imprévu, le sens qui veut se déborder lui-même. On ne veut pas être assigné aux sens qui nous sont donnés par la société, par la morale, par la loi, par nos parents, etc. Il y a sans arrêt, nous sommes héritiers, nous sommes porteurs de tout un tas de choses qui nous disent comment faire, comment être, comment parler, etc. C'est pour une part nécessaire. Puis sinon, il n'y a pas de société.
Mais s'en tenir là, c'est aller vers le totalitarisme, toujours. C'est le monde de Fritz Lang, Métropolis. Métropolis, rappelez-vous ce film, je ne sais pas si... Sinon, allez le revoir. Et là, on va tous, convention, on va tous au même endroit, on fait tous la même chose, etc. Eh bien, les poètes depuis toujours disent non. Et ils le manifestent comment? Eh bien, par le poème. Puisque le poème dit du monde des choses impossibles. C'est le poète qui va vous dire un oiseau de sable, qui va vous dire le soleil est froid, les choses impossibles. Sauf que comme le poète dit des choses impossibles, il dit les choses impossibles pour le sens commun. Mais rappelez-vous, le sens commun, c'est le sens unique, c'est le sens obligatoire, c'est le sens à quoi on nous a réduits. Et bien, heureusement qu'il y a des poètes pour dire un soleil peut être froid. Parce que c'est vrai. Il est d'autant plus froid si c'est un soleil d'hiver quand on va au cimetière. Vous voyez ce que je veux dire? Le froid, il a d'autres sens à ce moment-là. Etc., etc., etc. Bon, j'arrête parce que je vois qu'il me rappelle. Personne n'a vu que je t'ai touché légèrement. Si, la caméra l'a vu. Peut-être au sens où le disait l'écrivain André Brink, l'écrivain sud-africain, il parlait des bifurcations. Tu vas peut-être m'accuser d'en faire une. Je voudrais que tu nous parles de l'amour. Tu as deux passages qui m'ont pas mal marqué. En même temps, vous l'avez compris, je vous invite à lire ces deux livres qui sont totalement passionnants. L'amour surprend la pensée. Je m'adresse aux animateurs de la télé. L'amour surprend la pensée, ouvre sa paupière sur l'espérance, se vide à remplir. Et tu as cité, j'avoue ma grande ignorance, je n'ai pas eu le temps de regarder, tu as cité quelqu'un qui s'appelle Roberto Juarros. Oui, c'est un grand poète argentin. Au-delà de certaines limites, la pensée et l'amour sont presque la même chose. La poésie le sait et le montre. Tu pourrais nous dire, pour nous toutes et nous tous, en quoi poésie et amour c'est la même chose? Oui. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est une bifurcation, mais tu m'excuseras. Non, mais tu as pris le risque en me confiant de t'interroger que... Ouais, t'as bien fait. T'as bien fait, c'est plus marrant. Mais oui, bien sûr, parce que le premier qui a dit ça clairement, c'est Éluard. Il a intitulé en 1929 un livre, L'amour, la poésie. Sans virgule, l'amour, la poésie. Il en fait une équivalence. Mais les poètes la font depuis toujours. Puisque vous connaissez, vous, un poète, vous en connaissez quand même quelques-uns, mais connaissez-vous un poète, moi je ne connais pas, en tout cas moi qui en lis tous les jours depuis si longtemps, je ne connais pas un poète qui n'ait pas écrit de la poésie d'amour. La poésie est consubstantiellement liée à l'amour. Pourquoi? Parce que la façon dont les poètes parlent de l'amour, justement, c'est pour sortir l'amour aussi des stéréotypes et des clichés. Aucun amour ne se ressemble. Et d'abord, il y a 1000 façons de l'amour, bien sûr. On peut aimer un bateau, un arbre, un enfant, un homme, une femme, enfin peu importe. Il y a 1000 façons de l'amour. Et l'amour est toujours une surprise. Et c'est parce que c'est l'autre nom. Moi, je l'ai dit comme ça, mais d'autres l'ont dit avant moi. L'amour est l'autre nom de ce mouvement de la vie auquel nous aspirons tous, au fond. Ce qui nous ouvre, ce qui nous porte vers l'inconnu, justement. Qu'est-ce que c'est aimer sinon explorer un inconnu? C'est ça, non? C'est rencontrer un inconnu et vouloir l'explorer, vouloir le fréquenter pour aller plus loin, pour découvrir sa part profonde, si je puis dire, n'est-ce pas? Sa part illimitée. L'amour, c'est rien d'autre qu'une aventure de ce point de vue-là. Mais ce que je dis là, c'est pour dire que la poésie pourrait se définir de la même façon. La poésie, c'est le goût de l'ouvert, de l'inconnu, de l'imprévu, dans ce qu'on croyait bien savoir, bien connaître, etc. Et quand on entend un poème et qu'on est ému, c'est simplement qu'on sent apparaître, au-delà de ce qu'on savait, on sent apparaître en soi, mais c'est intuitif, c'est pas forcément verbalisé ou conscientisé, on sent apparaître, on sent vivre en soi une part inconnue de la réalité qu'on connaissait. Et tout d'un coup, on se dit, mais oui, c'est ça que j'ai vécu. D'un sourire, d'un baiser, c'est ça que j'ai vécu. C'est beaucoup plus grand que ce qu'en disent des séries télé ou les romans à la mode, etc. Ou ce qu'en disent, et mon bouquin, il le fait exprès par provocation, ce qu'en disent aujourd'hui, notamment à propos de l'amour, parce qu'aujourd'hui on n'interroge pas les poètes pour parler de l'amour, alors qu'à mon avis c'est le plus grand spécialiste de la chose, puisque tous les poètes du monde ont écrit des poèmes d'amour. Pas seulement Aragon, hein, tous. Bon, bref, à qui on demande aujourd'hui? Moi, j'écris ce titre, Une théorie de l'amour, parce que
ça me gonflait franchement d'entendre parler de l'amour par des psychologues, sociologues, sexologues, tous les zoologues du monde. Mais vous voyez des gens qui en plus segmentent la réalité. Parce que l'amour c'est social, d'accord, l'amour c'est la psyché, l'amour c'est le sexe, d'accord, mais c'est pas séparé. C'est un ensemble, n'est-ce pas? Or maintenant vous avez des spécialistes, et en plus les spécialistes ils parlent doctement. Moi je vois, regardez les psychologues qui parlent dans tous les magazines. Et alors on vous dit comment il faut vivre une rupture, comment il faut vivre une première fois, enfin je sais pas quoi, avec des propos doctes et des pensées closes. Eh bien non, c'est pas possible. C'est pas possible de croire que ça dit une vérité. Ça ne fait encore une fois que enfermer nos comportements et nous enfermer, nous, dans des modèles symboliques. On nous dit voilà comment il faut penser les choses, comment il faut les vivre, etc. On échappe toujours à ça. Et les poètes, depuis toujours, de Ronsard à Roberto Juarez, ou tous les poètes du monde, ils essaient de faire entendre une autre pensée, beaucoup plus incertaine. Moi, ma théorie de l'amour, j'ai appelé théorie parce qu'il faut dire que, justement, les poètes aussi ont leur petite théorie sur la question. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est un peu une plaisanterie ou presque un bras d'honneur à tous ces savants machinologues qui font des théories, des concepts des choses, n'est-ce pas, qui sont tellement loin de nos vies. Et je dis que moi, je vais faire une théorie faite de, alors c'est au début, la première partie, de théorèmes tremblants, parce que d'habitude, le théorème, c'est solide. Et moi, je fais des théorèmes tremblants, comme tous les poètes. C'est-à-dire des bouts de pensée incertains. Parce qu'on n'est jamais certain dès qu'on parle d'amour, non ? Et puis des injonctions fragiles. Là où les injonctions sont violentes, moi je les fais fragiles. Parce que le poète, s'il enjoint, il sait très bien que c'est tout à fait risqué, n'est-ce pas ? Et donc, c'est une manière de dire, voilà, on peut penser l'amour en poète, et que cette pensée de l'amour en poète, c'est une pensée de la vie. L'amour, ce n'est pas un épisode de la vie. L'amour, la poésie, la vie, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous aspirons tous à vivre pleinement. Nous aspirons à un absolu de vie. Or, qu'est-ce que c'est qu'un absolu de vie? C'est sinon une vie intense, une vie fervente, une vie incandescente, qui brûle, quoi. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie incandescente? Il n'y a pas besoin d'aller monter, comme Sylvain Tesson, d'aller monter dans les montagnes voir la panthère. Très bien, moi j'aime beaucoup Tesson, mais il n'y a pas besoin non plus de faire on peut, bien sûr, de se brûler l'existence comme Jim Harrison ou Van Gogh. Ils vivent de façon tellement incandescente, au plus près de l'absolu de la vie. Parce qu'ils s'en foutent du reste. Ils s'en foutent des choses qui nous occupent, nous, à 90%. Ils disent, mais ils savent bien, et nous le savons aussi, que c'est pas ça qui importe. C'est quand même pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est beaucoup plus... Notre vie est si courte, si précieuse, si fragile. On sait très bien que ce qui importe, c'est l'intensité de l'instant, dans le regard de l'autre, dans le regard d'un lac, d'un ciel, d'une montagne. Enfin, c'est là que nous vivons intensément. Et donc, nous sommes préoccupés de tellement d'autres choses. Eh bien, on a évidemment des artistes, des poètes qui vont tellement au bout, qui sont dans une sorte d'absolu de la vie, ils s'y brûlent peut-être. Bon, moi, je ne suis pas en train de me dire, nous allons tous être des Van Gogh, hein, ou des Cézanne qui passe sa vie sur son tableau à essayer de saisir quelque chose du mystère du paysage. Non, mais c'est quand même l'utopie vers laquelle nous devrions aller. Et je dis que, par exemple, une société plus humaine, puisqu'on parle de destin commun, elle devrait avoir pour totem, non pas l'avoir pour voir elle paraître. On réglera après ces questions-là. Elle devrait avoir pour totem, ou en tout cas pour diapason. Point à partir de quoi penser le reste. Eh bien, ce que signifie la poésie et ce que signifie l'amour, en fond. Mais pas l'amour comme... Vous voyez, moi, j'ai aussi ici voulu... On ne va pas laisser au curé, excusez-moi de le dire un peu brutalement comme ça, l'amour, la joie, la lumière, le bonheur, etc. Aujourd'hui, c'est eux qui nous parlent de ça seulement. Les religions, on va dire. Eh bien non, bon sang. On peut parler de l'amour et de la joie, pourquoi pas, très sérieusement, et dire que ça, c'est à prendre en compte quand on pense politique, que c'est pas un truc qui viendrait après. Alors on pense il faut que l'avoir minimum soit résolu pour accéder à cette autre part de la vie qui serait le summum de la vie. Eh ben non, ça c'est une erreur. Et c'est une erreur marxiste-léniniste. Moi qui l'ai été tellement de façon engagée et fervente, c'est une erreur première.
C'est pas après, c'est dès le début, en même temps. C'est ça la grande question, justement. Et on voit bien d'ailleurs, moi je crois, là je dis à toute vitesse, que les échecs des pays communistes viennent de là. C'est qu'ils ont pensé ces questions comme successives. Alors que Gramsci avait dit le contraire, on ne l'a pas lu, hein, peut-être. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans des débats théoriques, on s'en fout en fait. Mais enfin quand même, c'est important de penser ça. Et moi je crois que il faut qu'on imagine que la poésie comme la reconnaissance de ce besoin en nous tous d'une vie pleine et entière, incandescente, celle que manifestent les arts en général, effectivement, comme des lumières qui sont des points de référence, c'est tout. Hein. Alors ça devrait être en amont de la pensée. Voilà, et qu'il faudrait que, à ce moment-là, la pensée et l'amour, c'est la même chose. Je veux dire, penser le destin humain, c'est aussi de penser en fonction de ça. Mais pas l'amour, on voit bien aussi, alors ici au sens tout à fait, encore une fois, mesquin, un peu banal du mot amour, quoi. Ce dont on parle, c'est d'autre chose. C'est un immense vouloir, si vous voulez. C'est quelque chose qui nous porte tous. Ce dont parlait magnifiquement André Chédid, par exemple, une des grandes poètes des dernières décennies. C'est-à-dire que ce qui est un mouvement de l'homme vers l'ouvert, vers l'inconnu, un mouvement d'appétit et de gourmandise du monde, une sorte de volonté d'étreindre le réel au-delà de simplement l'utiliser pour des fins purement nécessaires, etc. Alors ça s'appelle l'amour, si vous voulez. C'est ce mouvement-là. Et c'est ce mouvement, il faudrait penser une société qui permette à tous ce mouvement-là. Et encore une fois, moi je suis poète, donc je ne dis pas, et je ne dirai jamais comment il faut faire. C'est pas mon boulot. Mais nous autres poètes, nous rappelons qu'on pense les sociétés dans une compréhension de la réalité qui est nulle et non avenue, qui nous amènera toujours à la même catastrophe. Et je dis très clairement dans ce bouquin, Éloge, que c'est parce qu'on est gouverné par l'obsession de l'avoir et du pouvoir et du paraître, qu'on va dans le mur. Et que si on pensait les choses autrement, c'est-à-dire parce que je dis la préoccupation d'un avoir minimal, évidemment, on est tous d'accord, elle est saine. Comment ne pas imaginer que tout le monde ait l'avoir minimal? Sauf que depuis toujours, la préoccupation de l'avoir minimal s'est transformée en obsession de l'avoir maximal. Et nous tous, nous pensons que notre bonheur, il est dans avoir plus. Si peu qu'on ait, on va avoir plus, c'est normal, mais autant qu'on ait, on va avoir plus encore. Et ça, c'est très intéressant, de penser qu'on est tous inconsciemment, en plus, pas forcément très clairement dit, on pense tous que le bonheur, la clé du bonheur, c'est avoir plus. Et évidemment que les poètes disent depuis toujours, tous les poètes, ils disent que c'est un leurre, c'est une chimère. Que le bonheur, il est dans l'expérience vécue, à portée de tous, de ces moments intenses dont je parlais, qui sont des moments à la disposition de tous. Encore faut-il que la vie que nous organisons ne nous interdise pas de vivre ces moments. Voilà, quand je parlais tout à l'heure d'histoire que c'était pas que cette histoire de l'amour, du bonheur, de la joie, etc., c'était pas après que soient assumées des structures sociales qui organisent le bien-être pour tous. C'est pas après, c'est en même temps. C'est-à-dire qu'on en a besoin, un besoin vital. D'ailleurs, il y a un bon exemple de ça. Une fois, j'ai été invité par le Secours populaire, et puis par Télécarmonde, enfin des structures comme ça. Et il m'invitait comme poète. Et je trouvais ça formidable. C'est-à-dire que oui, donner du pain, des couvertures, etc. Il disait, mais il faut aussi que ces gens-là, ils aient des gens qui leur parlent de poésie, qui leur lisent des poèmes. Et c'est très juste. Parce que ce à quoi la poésie contribue ici, c'est à l'autrement, qui est pour moi aussi important que le manque de bouffer et de se vêtir. C'est le manque d'être reconnu dans une profondeur humaine, ce dont je parlais tout à l'heure. N'est-ce pas? Nous sommes déjà, nous, dépourvus de ce regard qui nous grandit, qui nous reconnaît dans notre profondeur, tout le monde, tout être humain. Moi, je ne dis pas en Bini, oui, tout être humain porte un infini de dangers. On porte tous, Primo Levi disait, on porte tous Auschwitz en nous. Voilà, on peut être le pire.
mais on porte aussi tous un immense possible d'émerveillement, par exemple, ou de bienfait, pour le dire complètement. Voilà. On a tous ça. Donc, la question, c'est qu'on soit reconnu dans cette capacité-là, voilà, à nous déborder nous-mêmes. Voilà tout ce que je vous dis à toute vitesse, ça a à voir avec la poésie, l'amour, etc. Et moi, ces poèmes sur l'amour, bah, ça parle d'amour, évidemment, tout simplement, il n'y a pas de tricherie sur le titre, hein, mais c'est aussi faire une théorie à partir, justement, de l'expérience personnelle. Moi, je parle de mon amour, voilà, de mes amours. C'est sûr? Ouais. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que vous allez dire, certaines personnes dans la salle, que je suis impertinent. Non. Mais quand j'ai lu un passage, je me suis dit, cet homme, il est amoureux quand même. Écoutez, je ne demande qu'à demeurer dans la mélodie d'une pensée de toi. La pensée, juste comme la couleur de tes yeux qui contraint le monde à sa douceur. À vous une question. Oui, n'hésitez pas. Je n'ai pas des questions. Je veux juste dire que quand on parlait que c'était universel, ce langage, eh ben, les gens qui viennent d'ailleurs, quand on leur parle poésie, même si on ne comprennent pas, Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. il y a quelque chose dans le poème qui fait que j'ai vu des grands gaillards se troubler et avoir les larmes aux yeux. Même dans un langage qui possédait, enfin les mots n'étaient pas tous compris. Et je pense que ça, pour apprendre notre langue à d'autres, on peut passer par la poésie, ça j'en suis complètement convaincu. À titre personnel, je l'utilise beaucoup. C'est juste un tout petit trait personnel, je vais m'en excuser, mais ça va dans le sens de ce que tu dis. J'avais un petit-fils il y a 3 ans, il ne foutait rien à l'école, mais rien ne l'intéressait, mais rien. Impossible pour les enseignants de trouver rien. Il était adorable, passionnant, je dirais, je ne sais pas si le mot est intelligent, etc. Et un jour, et ce n'est pas une flatterie à ton égard, un jour son institutrice va dire, nous allons commencer un processus sur la poésie et connaître Jean-Pierre Siméon. Vous ne croirez pas, depuis le gamin, il a explosé, et il dit à l'école, je suis un peu plus vieux que toi, donc les chevilles encore plus solides, il dit, vous ne vous rendez pas compte, mais mon papy, il connaît Jean-Pierre Siméon. Enlevez le côté strictement personnel, c'est pas ça. C'est moins toi, tu n'en voudras pas. C'est ce qui s'est dégagé dans sa tête à partir de tes poèmes dont ils ont fait, etc. Il est déjà en train de lire, pas celui-là, celui-là. Allez, à vous encore. Vas-y, allez. Moi, je pense que la poésie, elle a à voir aussi avec la liberté. Je m'explique. Quand j'étais interne, je m'emmerdais, j'étais en prison, et j'ai lu un poème qui s'appelle, enfin, où je me rappelais, parce que je l'avais appris au collège, le matin je me lève et je sors de la ville, le trottoir de la rue est sonore à mon pas, et le jeune soleil chauffe les vieilles piles. C'est Henri de Régnier. Et ce poème, il m'ouvrait un espace de liberté. Parce qu'il fait quelques hectomètres, il est tout de suite à la campagne, bon, c'est pas une très grosse ville, ça doit être une ville comme Coventry d'ailleurs, et il explique, parce que je ne le connais pas tout en entier, et il explique qu'il voit des toits familiers. Et ça m'avait percuté, il y a un peu de liberté quoi, là-dedans. Mais moi je dirais plus que ça. Il n'y a pas un peu, la poésie c'est le lieu de la liberté absolue. D'abord c'est le lieu où on s'affranchit de toutes les règles de la langue. Même Henri de Régnier, que ce soit du vers libre ou du vers régulier, peu importe, la poésie n'a jamais changé, n'a jamais cessé de changer de forme. La première poésie, regardez les plus anciens textes du Veda ou de la Bible, puisque la Bible c'est des poèmes, des psaumes, avant d'avoir une fonction religieuse c'est des poèmes, il y en a que c'est des purs poèmes, le Cantique des Cantiques, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est un des plus grands poèmes d'amour qui soit. Après il y a bien des exégètes qui ont dit oui mais il parle de Dieu, enfin mon Dieu, c'est une femme dont il parle, hein. Il y a une femme qui parle de son amant, et son amant qui parle d'elle, et de la gazelle, etc. Enfin, je suis noire mais je suis belle, fille de Jérusalem. Lisez ce poème, c'est à mourir tellement c'est beau, quoi. C'est un poème sensuel, etc. Bon, bref, tout ça pour dire que
pour dire que les poètes inventent une langue qui est complètement impossible, quelle que soit sa forme. Elle est impossible dans la langue ordinaire. Même un alexandrin, c'est stupide. Vous avez parlé en alexandrin, vous ? Eh bien, faire un alexandrin, c'est dire, justement, je ne m'en tiendrai pas à la langue ordinaire. Rien que faire un alexandrin, un octosyllabe. Et même avec des enfants, écrire de la poésie, ou leur en faire lire d'abord, qu'ils entendent que cette langue est possible. Moi, je dis toujours, on me demande comment vous êtes devenu poète. On me pose la question sans arrêt. Des journalistes, des enfants, bon. On n'en sait rien exactement, mais il y a au moins une expérience très forte pour moi, c'est quand j'ai entendu dire un poème par un instit, un poème dont je ne me souviens pas, mais l'émotion extraordinaire, non pas de ce qui était dit, puisque je ne me souviens même pas de ce que, sinon je m'en souviendrai, de ce dont ça parlait, mais que cette langue-là, tout d'un coup, elle arrive dans une langue impossible qui ne me demande pas de prendre mon crayon, ou de venir au tableau, ou de ce qu'on va faire, qui ne demande rien, et qui parle comme ça du monde. Et alors ce que vous dites est très important, parce que au fond, pourquoi la poésie est cette parole de liberté pour les gens en prison? Mais vous savez, à Auschwitz, on lisait des poèmes. On nous a dit pourquoi Pendant la la poésie. résistance. Pendant la résistance, n'en parlons pas. Et il y en a beaucoup qui le racontent, Madeleine Braun, enfin bref, Riffaut, etc. C'est-à-dire des gens en situation très difficile, ils lisent des poèmes. Et alors, c'est pas seulement parce que ça fait évader la pensée, c'est plus important que ça. Ça fait renouer avec la vie. C'est-à-dire que ce que vous éprouvez quand vous êtes enfermé et que vous lisez Henri de Régnier, c'est que vous retrouvez profondément des sensations vécues. Et qu'elles reviennent là. Et vous les revivez profondément en vrai. C'est-à-dire que c'est pas seulement un fantasme, c'est pas seulement un récit. C'est que tout d'un coup, vous retrouvez l'émotion dans votre corps, dans votre souffle, dans la psyché, partout. Le corps entier est compris. Et donc ça veut dire qu'à travers le poème, on est ressaisi comme ça dans la vie. Ce que je crois, c'est que la poésie est le seul langage, de tous les langages dont nous disposons. C'est toujours à peu près le même d'ailleurs, ce qu'on écoute tous les jours. Le langage du médecin, du politicien, du boulanger, etc. Il y en a un qui est peut-être un peu plus propre sur lui, costard-cravate si vous voulez, alors que l'autre il est en jean, mais alors c'est le même langage. Mais la poésie c'est autre chose, c'est une autre langue. Et cette autre langue, elle est insufflée de la vie, si je puis dire. La poésie, elle utilise une langue qui est vivante, qui est pleine de notre vie, qui est pleine de notre cœur qui bat, quoi, du sang qui circule. Donc c'est pour ça qu'elle nous touche. C'est pas une langue qui nous parle du monde, elle nous renoue avec notre expérience de la vie. Elle nous fait renouer, avec le temps de la vie. Donc, moi, ce qu'on disait tout à l'heure, vous parliez moi, partout on a, pendant le printemps des poètes, on faisait ça. On allait dans des endroits imprévus, des salles d'attente des SNCF ou de médecins, on lisait des poèmes. Et les gens vous remercient. Si on ne leur demande pas, attention, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que vous connaissez, parce que alors, on est dans un rapport de pouvoir, par le savoir, ça n'a rien à voir avec la poésie. N'importe qui peut entendre n'importe quel poème. La seule compétence, c'est l'attention. C'est la générosité, l'ouverture. L'attention, c'est l'ouverture de soi. Des yeux, des oreilles, des mains. Je suis attentif si je suis ouvert. C'est tout. Et donc, si on est attentif, la poésie nous parle. Elle nous parle comme ça. Ce n'est pas une parole qui raconte quelque chose, qui nous donne à comprendre quelque chose immédiatement. C'est quelque chose qui nous fait renouer avec cette exil. C'est une parole qui vit, quoi, qui vibre. On dit elle, ça vibre, la poésie. Ouais. Ça nous fait renouer nous-mêmes avec les choses perdues. Avec l'intensité. Moi je dis avec l'intensité perdue de la vie. Parce que l'intensité de la vie, nous la connaissons tous. Nous ne la connaissons pas assez. Nous la connaissons depuis l'enfance. D'ailleurs, on a tellement de beaux souvenirs d'enfance, parce que là, on vit beaucoup plus. C'est moi qui sonne comme ça? Non, pas peu importe. Toujours, quand on est enfant, on vit sans arrêt ces instants d'intensité, puisque tout est neuf, tout est péril, tout est merveilleux. L'enfant, on voit bien, les enfants, ils sont presque toujours à courir, à saisir, à regarder. Ils sont dans cette ouverture-là, puis après, petit à petit, on se referme, etc. Et au fond, si on regarde notre vie, les grands moments d'intensité de la vie, il faut vraiment faire effort, échapper à toutes les contraintes, astreintes, injonctions, justement, nécessités, pour retrouver parce que c'est pas dans ces moments-là qu'on trouve les moments de bonheur dont je parlais tout à l'heure, ces moments de vie intense. Les seuls moments... Alors aujourd'hui, par exemple, on voit bien que tout le monde aujourd'hui essaie de...
on sent bien qu'on est pris tous. Il y a une intelligence collective. On sent bien qu'on est dans des leurres. Bon, bien sûr, on achète des smartphones, etc., etc. Mais tout le monde a bien cette intuition qu'on est volé de la vie. Et regardez le grand retour des gens vers les campagnes. Et ce qu'a constitué le premier confinement, pas les autres, mais le premier qui a été comme un électrochoc. Parce que tout d'un coup, ce qui nous occupait, qui nous agitait, qui nous faisait courir justement, ça s'est arrêté c'était inimaginable. D'abord inimaginable du point de vue économique, parce que, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait du fric. En faisant agir, en nous agitant, en faisant qu'on achète, qu'on prend, qu'on va voir, etc. Bref. Et donc, tout d'un coup, tout ça s'arrête. Et les gens se trouvent devant une nudité une nudité, quoi. Un vide, qui les rend présents à eux-mêmes, tout d'un coup, au sens propre de l'existence. Pourquoi je fais ? Puisque je ne crois pas que ma vie, elle est faite d'aller au travail, élever les enfants, faire les courses, etc. Tout d'un coup, il reste tellement de temps pour en faire quoi ? Et moi, je crois que là, il y a eu un grand électrochoc, quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a vu après courir. On l'avait vu avant déjà. Depuis quelques décennies, on voit des gens de plus en plus qui vont vers la nature. Parce qu'on retrouve dans la nature une nudité d'être, pour le dire comme ça, une intensité de la vie simple. Mais effectivement, on se retrouve enfin déshabillé, si je puis dire, de tout ce qui nous occupe inutilement. Et on le sait que c'est inutile, mais c'est très fort, c'est addictif. Mais moi, comme vous, hein, on n'arrive pas à se défaire de tout ce qui nous enferme. Et donc, c'est un combat. Et donc, j'ai dit que la poésie est ce sentiment de liberté, comme ça, qui fait qu'on se détache, on se défait du quotidien immédiat, dans une prison des murs, hein, pour renouer avec le sens profond de la vie. Et alors, moi, je me rappelle qu'on a beaucoup de témoignages de gens prisonniers, justement, qui disent que c'est par la poésie qu'ils ont maintenu leur fil avec la vie. Je pense à comment il s'appelait, ce poète uruguayen, j'ai oublié son nom, Rosenkopf, Mauricio Rosenkopf, qui a passé 7 ans et demi, je crois, enfermé dans une petite cellule. Je vous assure que c'est vrai. Je ne sais plus quelle dictature. Dans une petite cellule, il y avait une lampe qui tombait du plafond, qui était allumée jour et nuit. Donc il n'avait pas de jour et de nuit. Il était dans cette cellule où il ne pouvait pas s'arranger, sans fenêtre. C'est une histoire vraie. Mauricio Rosenkopf, ça s'appelait. Et il est resté 7 ans là-dedans. La plupart des autres, ils sont devenus fous. Il y en a qui se sont tués en se tapant la tête sur les murs. Et lui, il dit, moi, j'ai écrit des poèmes. Il les apprenait par cœur. Alors, il était poète avant, hein, mais il dit, c'est la poésie qui m'a sauvé. Il se redisait des poèmes qu'il connaissait, il en inventait lui-même, etc. Et ça a été publié après, d'ailleurs. Et donc, oui, ça peut paraître extrême, hein, il n'y a pas besoin de ces conditions extrêmes pour comprendre la force de la poésie, mais c'est parce que la poésie, un seul poème, un vers de Victor Hugo, de Lamartine, aussi bien que de Neruda ou de... Peu importe. Moi, j'aime tous les poètes, je lis tout. Il y en a que j'aime moins que d'autres, c'est tout. On a des affinités avec les poètes, comme avec les gens. Mais moi, je dis souvent aux gens, lisez un vers le matin. Mais tout le monde a le droit, il n'y a pas besoin d'être agrégé de lettres. Enfin, c'est même un empêchement la plupart du temps. Ça rend plutôt sot d'être très très savant. Voilà ce que je crois. Parce qu'on oublie cette innocence. C'est-à-dire qu'il faut lire un poème comme un enfant regarde un caillou, un oiseau ou un papillon. C'est-à-dire sans vouloir comprendre, parce que ça vit comme ça, parce que c'est beau, parce que ça nous surprend. Il y en a plein moi, quand je vais voir des jeunes, par exemple, je leur lis des poèmes. J'étais l'autre jour à Orléans, devant 170 jeunes, le matin, l'après-midi. Je leur ai dit des poèmes. Hein. À la fin, ils ne voulaient plus me lâcher. Vous comprenez, dans un moment, ils étaient en plus des jeunes de prépa commerciale. Je veux dire, ils ont dans un discours toujours, vous voyez le genre de discours qu'ils entendaient. Quoi. Tout d'un coup, moi, je leur lis un poème d'amour, quoi. Simplement, ma renarde pose ta tête sur mes genoux, je ne suis pas heureux, et pourtant tu suffis. C'est le début d'un poème de René Char. Dites ça à n'importe quel jeune, il vous regarde comme ça. Hein. Il laisse son smartphone. Hein. Parce qu'il y a la vie là-dedans. Le reste, c'est de l'occupation, c'est pas la vie. Ils le savent, les jeunes. Moi, je ne suis pas pessimiste là-dessus. Mais on n'utilise pas assez le pouvoir extraordinaire d'émerveillement et d'intensité de la poésie. Tout le monde a droit à ça.
Voilà, vous en parliez très très bien. Moi, j'ai travaillé avec des gens étrangers aussi, bien sûr. Même avec les tout petits, enfin avec les enfants. Avec tous les C'est âges. à toi quand tu as parlé de ton petit-fils. On démarrait toujours avec les poèmes à l'école, toujours. C'était un rituel. Et il y en avait qui sont d'un seul coup qu'on dit, moi aujourd'hui je vais dire le mien. Et puis moi, et puis après, et puis tout le monde. Et on avait fait un livre qu'on avait fait imprimer. Ils sont partis avec leurs poèmes et ils le lisaient aux autres. Moi je trouve ça génial. Enfin, Oui, parce ces que- mots-là, ils nous emmenaient loin. C'était un rituel, on démarrait par la poésie. Et moi, je démarre aussi souvent avec la poésie. Non, il faut essayer ça, c'est tout. Les gens n'osent pas essayer. Moi, je fais sans arrêt des conférences pour les enseignants, ils n'osent pas, même des profs de lettres, ils n'osent pas. Ils me disent, on n'a pas le temps. Je dis, foutez de moi. Un poème, c'est 30 secondes, même 20 secondes. Un haïku japonais, c'est 4 secondes. C'est ce que j'allais dire, c'est c'était pour ça. Et vous voyez, par exemple, je vous dis un haïku japonais. Le voleur n'a oublié qu'une seule chose, la lune à la fenêtre. C'est un manifeste contre le CAC 40, qui a fait s'effondrer toute l'économie libérale marchande. Le voleur n'a oublié qu'une seule chose, la lune à la fenêtre. Voilà, des choses comme ça, il y en a plein. Et, vous savez, moi je dis simplement, c'est pas, on ne lit pas des poèmes pour être savant, pour pouvoir faire des citations. Moi je sais pas, je vois que parce que je fréquente la poésie, je fréquente les poètes, je vis plus intensément. J'ai aussi une plus grande clarté du monde. J'ai une plus grande clarté de la chose, de l'existence. Parce que tout poème augmente ma compréhension du monde. Elle dit, il y a une part du poème qui reste mystérieuse, mais ça ne me gêne pas du tout, moi. Vous savez, je suis agrégé de lettres et je lis des grands poètes, je ne comprends pas. Hein. Et les grands poèmes, je ne les comprends pas, et je le dis, je ne comprends pas, moi. Mais j'en ai discuté avec des gens du jury, la grecque, tout ça, ils disent, vous comprenez, vous? Ils n'osent pas devant moi, parce qu'aujourd'hui je suis un peu référence, mais sinon il faut les sentencieux devant l'étudiant. Vous ne comprenez pas, vous, je vais vous expliquer, etc. On ne comprend jamais complètement un poème, c'est pas vrai. Jamais. Sinon pourquoi on lirait encore l'Odyssée? Personne ne comprend complètement l'Odyssée, ni les illuminations de Rimbaud. Moi non, on ne comprend jamais un poème. Georges Perrault, ce très magnifique poète, a dit « La poésie n'est pas obscure parce qu'on ne la comprend pas, mais parce qu'on ne finit jamais de la comprendre. » Mais si on réfléchit bien, c'est vrai des gens qu'on aime. On ne les comprend jamais complètement. Heureusement d'ailleurs. Toujours marrant. à la découverte. Hein? Bah ouais. Sinon ça serait emmerdant, quoi. Voilà. Allez, encore à vous. Alors moi, je vais poser une question cette fois. Expliquez-moi comment un prof, un oral de bac, peut demander à un élève de lui expliquer, je ne dis pas, par exemple, un poème de Rimbaud, et de lui dire non, tu t'es trompé, c'est pas ça. Bah ouais. Ben, je vais vous dire, moi je peux le dire parce que je l'ai dit, vous savez, j'ai fréquenté le ministère, le cabinet ministériel et tout, je l'ai dit, même avec les doyens de l'inspection générale de lettres, l'inspection générale de lettres, vous voyez, j'ai rencontré l'inspection générale de lettres et je leur ai dit, ils le savent un peu quand même. Ils disent non mais nos pratiques pédagogiques sont pas bonnes. Avec les meilleures intentions du monde, on s'est planté. Notamment, aborder la poésie par l'explication de texte, telle qu'elle est pratiquée couramment, c'est une erreur. Je cite souvent une phrase d'un très grand écrivain allemand, philosophe et écrivain et poète allemand, Friedrich Schlegel. C'est un grand poète, l'ami de Novalis, de Goethe, etc., au début la fin du XVIIIe. Et il disait, lui qui était un passionné de poésie, il disait « annoter un poème, c'est-à-dire l'expliquer, c'est tenir un commentaire anatomique sur un rôti ». C'est une très très belle image. Vous voyez, ce que peut faire un prof de français, c'est, lui, il a le savoir absolument incontestable sur les formes poétiques, sur l'histoire de la poésie. Moi, c'est mon boulot, je peux dire ça c'est une ballade, ça c'est une complainte, là vous avez des rimes croisées, là vous avez des rimes plates, là vous avez des hypalages, hein, là vous avez un chiasme, vous voyez, ces choses anacolutes, ces tropes comme on dit. Mais ça, moi je peux dire ça, mais c'est comme un anatomiste qui dit là c'est tel muscle, là c'est le nez, là c'est le pied, etc. Mais l'anatomiste, il ne fait pas bien l'amour quand il fait ça. Ben, c'est pareil pour l'explication de texte. Lire un poème, ça n'a rien à voir avec ça, rien à voir avec... On peut très bien ne rien savoir de ce que j'ai dit, et puis lire magnifiquement le poème. Et on peut au contraire tout savoir,
Je me suis engueulé une fois avec un type qui était, engueulé gentiment, qui était, figurez-vous, au jury d'agrégation de lettres, un grand prof universitaire. Il me disait, moi, Jean-Pierre, la poésie, après Victor Hugo, je comprends rien, etc. Il savait tout, lui. Il savait tout de la prosodie, des tropes, comme il dit. Il pouvait dire, là, il y a un enjambement, là, il y a un rejet. Mais il était incapable de lire la poésie. Alors que moi, j'ai pu lire du Saint John Perse ou on va dire, du Mahmoud Darwish, du René Char, qui sont des poètes dits difficiles, à des enfants de 8-9 ans. Oui, ça va. Hein. Si je leur dis pas, attention, garde à vous, je vous lis un poème. Vous allez apprendre par cœur, vous allez m'expliquer après. Non, je dis, je vous lis la poésie, je vous parle, comme ça. On lit un poème comme on parle. Et puis chacun prend ce qu'il veut dans le poème. J'ai écrit un petit essai, j'en parle là-dedans d'ailleurs, de cette histoire de la compréhension, j'en parle beaucoup là-dedans. Mais j'ai écrit un petit truc qui s'appelait Algues, sable, coquillages et crevettes. Lettre d'un poète à des comédiens sur la compréhension du texte, parce que je travaillais avec des comédiens qui me demandaient comment on comprend. Ouais. L'histoire d'explication de texte. Vous voulez que je leur explique les poèmes? Et je leur expliquais que ce n'était pas ça. Voilà. Et donc j'ai dit, il n'y a pas de contresens. Quand on lit un poème, n'importe qui d'entre vous peut lire un poème, il n'y a pas de contresens. On n'ose pas lire la poésie parce qu'on dit, je ne vais rien y comprendre. Je ne vais pas comprendre ce qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a eu des profs qui nous ont dit, voilà ce qu'il faut comprendre. Eh ben non, on s'est trompé. Les profs, ils ont un savoir incontestable, et l'élève ne peut rien dire sur les formes poétiques. C'est lui qui va dire, si un prof vous dit ça, c'est un sonnet, c'est un sonnet. L'enfant peut dire, oh, non, non, c'est pas un sonnet. Ben non, c'est un sonnet, quoi. Par contre, si, dans Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Vous connaissez ce magnifique poème, un des plus beaux qui soit. Par exemple, qu'on sache que le vieil Hugo, il est allé sur la tombe de sa fille qui était morte, il s'en fout en fait. Qu'est-ce que veut dire le vieil Hugo pour un jeune enfant de... Ça n'a pas d'importance pour lui, il ne connaît pas le vieil Hugo, c'est le 19e siècle, il ne sait même pas ce que c'est. Par contre, ce poème le bouleverse pour d'autres raisons. Parce que ça parle de, peut-être tout simplement qu'il a d'une autre perte que celle dont parle Victor Hugo. D'ailleurs, il ne dit pas le nom, il dit « je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends ». Chacun prend pour soi, hein, le tu, après tout. Et donc, on peut très bien comprendre tout à fait autre chose. Moi, ce poème-là, il m'a émerveillé quand j'étais gosse, quand je l'ai entendu. Ah, je m'en foutais complètement de la mort du vieil Hugo, enfin de la fille d'Hugo, je ne la connaissais pas, moi. Hein. C'est triste, bien sûr, c'est triste. Ah, il y a tellement de gens qui meurent tous les jours. Non, non, c'est pas ça. Ce qui m'a ému profondément, parce que j'étais un petit citadin, c'est à l'heure où blanchit la campagne. C'était merveilleux pour moi, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je voyais tout d'un coup la campagne qui est blanche. Alors, tout le monde le sait ici, mais moi, quand j'avais, je sais pas, j'ai écouté ça à 7-8 ans, j'étais à Paris, ça voulait rien dire pour moi, à l'heure où blanchit la campagne. Ouais, c'est ça, c'est tout bête, hein. Mais ça m'a émerveillé, mais c'est comme la grande écrivaine, on dit aujourd'hui Colette, vous savez Colette, qui disait qu'elle a découvert la littérature parce qu'elle a cru que le mot presbytère c'était un escargot. Ça désignait un escargot. Quand elle a découvert, elle adorait le mot presbytère, elle avait recopié, elle l'apprenait par cœur, elle pensait que presbytère ça désignait un escargot. Mais elle avait raison. C'est comme ça qu'il faut être libre avec les mots, avec le monde. Et la poésie, c'est cette liberté-là. C'est tout le contraire du truc du prof sentencieux qui vous dit voilà ce qu'il faut comprendre, voilà ce qu'il faut savoir, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Bah, écoutez, les paysans palestiniens qui écoutaient Mahmoud Darwish, il est mort maintenant, Mahmoud Darwish, un des plus grands poètes du XXe siècle, sûrement, vraiment un des plus grands, qui a une poésie, quand on la lit comme ça, pleine de mystères, d'images, étonnantes, surprenantes, etc. Enfin, quand il lisait sa poésie en Palestine, devant des paysans palestiniens, dont la plupart étaient illettrés, ils n'avaient aucun problème. Ils disaient, bah, monsieur, on ne comprend pas. Ils étaient complètement subjugués. Ils applaudissaient, ils étaient comme chez nous, des chanteurs, quoi. Donc, il y a un rapport plus franc, plus direct à la poésie, avec pas tous ces intrigues. Nous sommes victimes de nos... C'est pour ça l'explication de texte, c'est un problème. C'est que nous sommes victimes de notre compréhension rationnelle, qui est... Elle est indispensable. Moi, je suis un enfant des Lumières, je suis pour le rationnel et le logique. Il faut aller contre les superstitions, etc. Mais on ne peut pas s'en tenir là. Et l'emprise du logico-rationnel chez nous, eh bien, ça fait beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'on peut aller au réel que par là. Et on peut aller au texte que par une compréhension
on va dire cérébrale, intellectuelle, froide, etc., analytique. Alors que non, pas pour la poésie. Je sais que c'est vrai pour la plupart des textes, mais pas pour la poésie. La poésie, ça demande une lecture, on peut le dire plein de façons différentes, une lecture sensuelle, une lecture du cœur, une lecture intuitive, une lecture qui est un embrassement, une étreinte du texte, mais rien à voir avec la lecture cérébrale, froide et conceptuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, oui, l'explication de texte, malheureusement, ça donne, c'est la question du pouvoir du savoir. Je parlais du pouvoir au début, mais le pouvoir, l'obsession du pouvoir, c'est en tout point. Et toute chose humaine donne la possibilité d'une prise de pouvoir, c'est-à-dire d'une domination sur l'autre. Et le savoir, qui est une des plus belles choses humaines, malheureusement, dans toutes les sociétés, le savoir est capté par quelques-uns comme un lieu de pouvoir. Ah oui, je ne vois pas pour rien la Sorbonne, qui excommunie en 1400, 1500, qui interdit, etc. Mais tous les savoirs ont tendance à se figer en pouvoir. Heureusement qu'il y a des poètes, et même les philosophes, qui sont pourtant ceux qui devraient être du lieu de la pensée la plus libre. Le problème des philosophies, c'est qu'elles se constituent en système. Et donc, dès qu'elles se constituent en système, elles se constituent en certitude. En certitude, en explication close et totalisante. Les grands systèmes philosophiques disent, ben voilà comment il faut penser les choses. Et donc, elles ont la tentation du pouvoir, d'imposer leur point de vue. La poésie, c'est l'incertitude tout le temps. C'est la force de la poésie. C'est la liberté. C'est la liberté absolue. Absolue. Donc pensez à ça, moi je vous le dis ici comme ça, rien. Quand lisez de la poésie, lisez-la librement. Personne ne vous demandera rien, vous êtes sortis de l'école. Hein. Et on se bat déjà pour qu'on ne demande plus aux élèves. Moi je ne suis pas contre qu'on apprenne des formes poétiques, évidemment. J'étais prof de lettres, je maintiendrai. Mais c'est pas comme ça qu'on fait entrer les enfants de la poésie. Mais là ça nous amènerait. Je fais des conférences spécialement sur ça, parce que c'était un grand débat. Il faut en parler très très longtemps et avec des nuances. Allez, encore. Oui. On parle de la poésie, donc on ensemble tous les textes poétiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pour moi la poésie c'est tout parce que le texte poétique, c'est tout ce qui touche au sensible, à l'émotionnel, ce qui touche justement au profondeur de la vie. Et je m'interrogeais à savoir si, donc plusieurs personnes l'ont dit, et j'en suis convaincue aussi, que tout le monde, toute personne peut être sensible à la poésie, et on peut écouter la poésie, et ça fait forcément du bien, enfin, ça éveille quelque chose. Mais est-ce que tous les textes poétiques, je pense, personnellement j'aime la poésie, j'en écris, bon, je me sens un peu, très sensible à la poésie, mais il y a des textes poétiques qui me répulsent, il y a des poètes qui ont écrit des choses, je ne sais pas, des poésies martiales. Alors bien sûr, ça éveille aussi des sensibilités, mais on en parle là, la poésie c'est l'amour. Voilà. Non, mais... Peut-être que je n'ai pas compris certaines choses. Non, pas du tout. D'abord, vous dites beaucoup de choses à la fois. La première chose, c'est que vous avez raison, mais je l'avais dit la première fois, il y a 3 ans, ça je suis sûr de l'avoir dit. J'avais cité Georges Perros qui disait, je ne prends pas Georges Perros d'ailleurs, mais qui a dit tellement de choses magnifiques sur la poésie, qui disait le plus beau poème du monde ne sera jamais qu'un pâle reflet de ce qu'est la poésie, une manière d'être, d'habiter, de s'habiter. Or, j'ai dit tout à l'heure, au tout début de mon propos, que la poésie, c'est avant le poème. C'est une manière d'être, une manière d'habiter le monde et une manière de s'habiter soi-même. C'est ça. C'est une éthique, si vous voulez. Oui, c'est un mode, une façon de penser, de vivre et de se... on peut très bien n'avoir jamais écrit un poème de sa vie, même n'en avoir jamais lu, et vivre poétiquement. Il y a plein de gens ici, enfin tous, vous avez vécu des moments poétiques. Et vous viviez poétiquement des instants. Le problème, c'est qu'on ne se croit pas légitime à vivre comme ça tout le temps. Il faudrait vivre le plus souvent possible poétiquement. Bon, donc c'est une manière d'être et de vivre. Voilà, d'accord. Ensuite, donc, cette manière d'être, de vivre, d'habiter le monde, elle se manifeste dans la poésie écrite, c'est-à-dire des poèmes, mais elle se manifeste dans tous les arts. C'est la même chose, Mozart, Van Gogh ou Pina Bausch. Vous voyez, je veux dire, la danse, le chant, tout ça participe de cette aspiration poétique. Je crois que le mot poésie désigne ce dont je parlais tout à l'heure, qu'on retrouve dans toutes les expressions artistiques, cette volonté d'inventer un langage neuf et libre pour dire ce que le monde ordinaire ne dit pas.
Voilà. Et pour augmenter notre sensation de la réalité. La musique, ça sert à ça. La musique augmente notre capacité d'écoute, mais aussi augmente notre réalité. Franchement, ça augmente l'espace. Tout simplement, concrètement, quand on écoute une musique, ça nous augmente intérieurement aussi. Il y a un phénomène d'augmentation par tous les jeux. Voilà. Donc, et ça, c'est indispensable. Parce que rien d'autre ne nous donnera. Rien d'autre. Que la poésie ou l'art. Pardon. Pour ça, j'en suis convaincue justement, et je trouvais que votre propos, parlant des textes poétiques, c'était réducteur par rapport à la poésie. Enfin, mais c'est vrai que dès le départ, vous avez dit la poésie, c'est plus large, c'est bien avant. Et justement, enfin, je pense que tous, autant qu'on est, ce qui est important, c'est cette sensibilité au beau, enfin, à la nature. Vous avez raison, mais il ne faut pas non plus être dans une généralité un peu facile, parce que la poésie, c'est exigeant. Et il y a des formes artistiques qui relèvent du divertissement et pas de la poésie. Vous voyez ce que je veux dire? De l'ornementation. La poésie, c'est pas l'ornementation. Ça joue avec des choses existentielles premières. La vie, la mort, c'est radical. Les poètes, ils parlent tous de l'amour et ils parlent tous de la mort. Pas par hasard, c'est les deux expériences cruciales de la vie, quand même, de notre existence. Donc c'est radical, la poésie. C'est pas un truc gentil. C'est pas un tableau qu'on met pour faire beau. Et quand Van Gogh y peint, c'est pas en pensant qu'on va mettre des reproductions dans les salons pour faire beau. Il peint sa vie, il s'y brûle. Et c'est vrai de Rodin quand il sculpte, etc. Les poètes, ils y consacrent, ou les artistes, ils y consacrent leur vie. Et il y en a même qui meurent pour ça. Vous imaginez l'importance de ça. Donc tout n'est pas facilement poésie, art, etc. Là, il y a aussi beaucoup de démagogie. Et on peut facilement... Et la poésie, on peut trouver la poésie, je l'ai dit, effectivement, dans bien des manifestations. Mais si on veut savoir où est la poésie, ben, il y a quand même dans toutes les sociétés humaines des gens qui s'appellent poètes et qui écrivent des poèmes. C'est peut-être là d'abord qu'on peut trouver la poésie, sa manifestation, ses formes, diverses d'ailleurs. Hein. Et simplement, je dis qu'il ne s'agit pas seulement d'être poétique. Parce que, par exemple, si on parle des romans, parlons des romans qui aujourd'hui occupent tout l'espace, ce qui n'est pas le cas partout. Par exemple, dans le monde arabe, le roman est bien après la poésie. En Amérique du Sud, la poésie est bien plus prestigieuse que le roman. Et aller en Chine, au Japon, en Corée, les poètes sont aussi connus que les plus grands chanteurs chez nous, et respectés. Un poète, quand il arrive dans une salle, à la télé, on l'écoute. Vous voyez, on lui donne du temps pour parler. Imaginez ici. Donc, il ne faut pas imaginer que tout se passe comme chez nous. Et chez nous, ici, c'est le roman. Voilà. Donc, mais le roman, il a évidemment, il y a une part du roman qui répond à tout ce que j'ai dit. Une part du roman, et la plus petite part. C'est-à-dire le roman dont le principe est poétique. C'est-à-dire des romans qui sont écrits dans un langage qui, justement, subvertit le réel, notre relation réelle. Sinon, on a affaire à des scénarios de séries télévisées. Bien écrite, à droite, qui nous occupe, mais c'est du divertissement. On a besoin de se divertir. Moi, je me divertis comme vous. Hein. Moi, je regarde du rugby ou je lis des polars. Mais là, je sais que je me divertis. Ça n'a rien à voir avec la poésie. La poésie ne divertit pas. Au contraire. Elle fait le contraire du divertissement. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis ma façon de penser. Je ne dis pas que c'est une loi, ce que je dis. Hein. Je vous dis ce que je pense par rapport à ce que vous dites. Et par exemple, la poésie doit être, et a toujours été dans l'histoire, le diapason de toutes les littératures. Le théâtre s'écrivait poétiquement. Échille, Euripide, tout ce que vous voulez. Le roman, d'abord, il est en vers. Le roman de Renard, ou la chanson de geste, c'est du roman, n'est-ce pas? Le Chrétien de Troyes, le cycle d'Arthur, c'est de la poésie. C'est-à-dire qu'au début, la poésie est le diapason de tout. Et avec la révolution de la narration du XIXe siècle, ça chasse la poésie dans nos sociétés, pas ailleurs, dans nos sociétés. Et on a perdu le fil poétique. Ça, c'est vrai. On a perdu le fil poétique. Et il nous manque, parce que la poésie est une parole archaïque, qui remonte aux origines de l'humanité, et qui remonte aux origines de nos vies, je l'ai dit, l'enfance. La poésie, c'est lié à l'enfance. C'est la part d'enfance en nous, c'est-à-dire de liberté, justement. D'ouverture. La différence entre l'enfant et nous, c'est que l'enfant, les choses ne sont pas closes. Nous, on nous a appris, parce que nous sommes adultes, nous savons expliquer d'ailleurs pour toute chose qu'il en est. Nous pensons détenir un savoir sur toute chose. Et l'enfant, non. Il ne sait rien. Donc comme il ne sait rien, il sait tout. Tout est possible.
il peut appeler un escargot presbytère. Vous voyez, et il peut voir un chien dans les nuages. Et nous, quand on voit un chien dans les nuages, à 60 ans, à 100 ans ou à 50 ans, alors on devient enfant. Mais alors on dira, tiens, tu es un peu poète. Vous voyez? Parce qu'on est capable de voir dans le réel autre chose que la réalité actuelle. Celle qui est commandée, etc. etc. Donc le principe poétique, c'est un principe que nous avons tous, que nous étouffons, qui est ravagé, qui est dévasté aujourd'hui dans la société où on vit. On l'a tous en nous, la capacité poétique, on l'a perdue. Et comme le politique aussi a perdu ça, je reviens vers toi Pierre, eh bien elle se perd. Parce qu'elle perd le sens de l'humain, le sens de l'émerveillement, le sens de l'ouvert. Tout ça, ça dépend. On arrête. On peut y aller. On va aller boire un apéro? Non. Tout ça, ça dépend de ce qu'on appelle politique. Oui. Voilà, et ça me tracasse depuis une de tes formulations. À l'atelier, autant que nous le pouvons, nous misons sur la capacité des gens eux-mêmes, et si je disais le fond de ma pensée, du monde du travail, c'est-à-dire 90% de la population, nous misons sur sa capacité à comprendre la situation et à la faire évoluer. Tu as dit tout à l'heure, les philosophes pensent, définissent un modèle, une perspective, et ils sont sûrs d'eux, etc. À mes yeux, c'est très utile. C'est pas là, pour moi, le bas blesse. Tu as dit, et c'est là que mon tracas est parti, il y a une intelligence collective. Ça me paraît très fort, mais entre le philosophe, qui a donc conçu un système, prenons Marx, mais on peut en prendre d'autres, et les gens, et aujourd'hui la politique, et les gens, c'est que personne ne tarde dans ce pays sur l'intelligence collective que tu as dit tout à l'heure. On leur demande de déléguer tout ce qui est en eux. Un petit choix de temps en temps, c'est ce qui va se passer au printemps, mais après, on ignore ce qu'ils sont. Et pour moi, particulièrement, c'est le ressort d'une vie meilleure, plus poétique, plus égalitaire, partira des gens eux-mêmes, sinon ça ne viendra jamais. Oui, mais l'intelligence collective, elle est comme toute intelligence, elle se travaille, elle s'éduque, elle se travaille, elle se nourrit. Or, s'il y a une intelligence collective aujourd'hui, elle est abîmée, elle est réprimée. On ne la favorise pas, comme tu le dis, mais avant, il y avait quand même, par exemple, des grands mouvements d'éducation populaire. Moi, j'ai passé ma vie à défendre l'éducation populaire et à dire qu'une des plus grandes pertes des 50 dernières années, c'est la disparition de l'éducation populaire. Parce que l'éducation, c'est pas par des convictions idéologiques stupides, parce que c'est ça, c'est nourrir l'intelligence collective, c'est permettre l'éducation. Rappelez-vous les moyens de l'éducation populaire, la plupart du temps, ça passait par l'art. On apprenait la musique, on apprenait le poème, on apprenait à chanter, on apprenait la danse, etc. C'est-à-dire on fournissait aux enfants, au-delà de la pensée conceptuelle, qui est nécessaire, on leur redonnait confiance dans ce que j'appelle, moi, cette compréhension poétique du monde. Cette vie poétique en eux. Et il faut jamais. Et par exemple, pour ce qui concerne l'intelligence politique, moi, quand j'ai dirigé le Printemps des Poètes, j'ai dit clairement au ministre que j'avais en face de moi, j'ai dit, je fais de l'éducation populaire. Pour moi, la poésie est une source d'émancipation. Parce qu'elle redonne aux gens un langage à quoi ils ne se croient pas autorisés. Les gens, la plupart des gens que je rencontre passer ma vie à ça, ils disent, moi, la poésie, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je n'ai pas fait d'études. Hein. J'y comprends rien, ou c'est trop difficile, etc. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, parce que la poésie, c'est l'art le plus partageable qui soit. Simplement parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, on a rompu le lien entre les gens et la poésie. Il n'y a pas d'art plus direct. C'est une parole qui parle, bah oui, les poètes, ils vous parlent tous de l'amour, de la mort, de ce que vous vivez tous les jours. Moi, je ne connais pas de poète qui parle d'autre chose, même Mallarmé, enfin... Il parle de la solitude, de l'exil, de l'aspiration, du désir, par des choses les plus humainement partagées. Le réel intérieur de chacun et le réel de notre problème, nos questions dans le réel, par rapport au réel qui nous entoure. Les poètes parlent de ça, c'est tout. Quel que soit le nom qu'on donne, arrête bûcheron, arrête un peu ton bras, écoute bûcheron, arrête un peu ton bras, disait Ronsard. Il parlait des gens qui abîmaient sa forêt de Gâtine. Voilà, les poètes, ils parlent des choses qui nous concernent tous. Aujourd'hui, on en fait un poème écologique, déjà, peut-être. Enfin bon, mais dire, prenez... Quand Du Bellay parle
heureux comme Ulysse a fait un long voyage, etc., etc., il parle de l'exil, mais un enfant aujourd'hui, il connaît l'exil, hein, il y en a combien qui connaissent l'exil? Donc c'est des choses les plus ordinaires qui soient. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais à propos de l'intelligence collective. Simplement que la poésie parle à tous de tout. Et que les gens ne se croient pas autorisés. C'est dire à quel point l'intelligence collective est abîmée. Les gens ne se croient pas intelligents, capables de cette intelligence-là. Plus qu'abîmée, elle est en jachère. Hein? Plus qu'abîmée, elle est en jachère. Ouais. Elle est toujours là. Oh oui, moi je crois qu'il y a... Mais il y a aussi une grande bêtise collective. Oui. Comme chez toi et chez moi, il y a les deux. Il y a la bêtise et il y a l'intelligence. On est d'accord, ça se combat tout le temps. Enfin, moi je pense. On est toujours à nous battre entre notre sottise, parce qu'on est quand même tous facilement d'une sottise crasse quand même, et puis notre part intelligente, évidemment. Et cette part intelligente, la sottise, c'est la faiblesse, c'est la paresse, et l'intelligence, c'est un effort. Voilà le problème. Voilà le problème. On peut être sourd en étant paresseux, mais on ne peut pas être intelligent en étant paresseux. Donc ça veut dire que l'effort d'intelligence, c'est un arrachement, et c'est un combat en nous, pour nous, et collectivement. Or, aujourd'hui, dans le combat, entre la part d'intelligence collective et la part de sottise collective, tu vois un peu le rapport de force? Parce que c'est bien plus facile d'être collectivement con. C'est ce qu'on est en train de faire là. Ben oui. C'est quand même beaucoup plus reposant de penser que chacun a sa place. Il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les jeunes, il y a les vieux, chacun a sa place. Voilà, les oies sont bien gardées, je sais pas quoi. Les vaches. Les vaches, on les voit aussi. Tout le monde sera bien gardé. Mais enfin, je veux dire que l'effort d'intelligence collective, ça se travaille, quoi. Et l'éducation populaire en était un moyen, ou ce qu'on appelait les associations, les partis, etc. Tout ça s'est effondré. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui favorise l'intelligence collective? On est la majorité des gens, et nous aussi, hein, quand je dis moi je m'inclus dedans, on est confrontés à ce qui favorise la connerie collective. C'est-à-dire, on est gavé de séries de télé, de trucs, de sport à la con. Moi, je passe mon temps à regarder du sport à la con. Enfin, des choses comme ça. On est gavé de ces choses-là. Et si on n'a pas en soi le réflexe de dire attention, tu te laisses aller à la connerie, eh ben voilà. Et donc aujourd'hui, toute la connerie collective, elle est très grande parce que c'est très séduisant. Le divertissement. Très facile. Alors, je disais, moi, alors on revient à des choses politiques, je dis le divertissement généralisé dans toutes les sociétés occidentales, mais qui atteint maintenant même la Chine, n'est-ce pas? Le divertissement généralisé est l'instrument de pouvoir le plus violent, mais le plus doux à la fois. C'est-à-dire qu'on nous interdit de penser par le divertissement. On nous divertit à tour de bras, et donc le divertissement, c'est simplement, ça suppose chez nous une sorte de, vous savez, de plaisir par la sensation. Et la sensation, c'est pas le sentiment. C'est primaire. Donc on est excité pendant un moment, on s'amuse pendant un moment, et après on retombe avec le réel. Et on est démuni, parce que ça n'a rien fait avancer. Le divertissement, évidemment, n'est pas un lieu d'émancipation de la conscience. On est d'accord, c'est tout le contraire. C'est le lieu où la conscience dort. Mais voilà. Donc comme aujourd'hui on est dans un... Et si on veut parler d'intelligence collective et de sa défaillance aujourd'hui, sinon on n'en serait pas avec des Zemmour comme on a, il y a une défaillance de l'intelligence collective, même si je crois à l'intelligence collective, mais il y a une défaillance. Et pourquoi il y a une défaillance? Parce qu'il y a un instrument très très fort, que le divertissement généralisé, dont Debord avait parlé, un philosophe, n'est-ce pas, dit Debord, dans la société du spectacle, qui a été mis en place dans les années 60, pour des raisons purement économiques et politiques, parce que si on divertit tout le monde, les gens qui sont divertis ne réfléchissent pas. On se fend la gueule, comme disent les jeunes, en discothèque. On s'amuse, on a droit. On a droit à ce que la soupape soit ouverte, mais à ce moment-là, on ne réfléchit pas, on ne pense pas. Et quand on travaille, et dans le travail, on ne pense pas aujourd'hui, puisque le travail est, depuis longtemps, particularisé, chacun a sa tâche définie, etc., qui interdit la pensée, mais ça c'est un autre problème, l'intelligence au travail. Bon, on est dans une conception du travail où on ne pense pas. Et quand on sort du travail, on se divertit. Quand on pense dans la vie, quand est-ce qu'on fait l'effort d'intelligence? Nulle part. Voilà notre malheur. Donc, et ça fait des décennies et des décennies que ça s'accélère, le mouvement. Donc, moi, je ne cesse de dénoncer
cet abrutissement général par le divertissement. Or, le divertissement il est dégueulasse, le pouvoir. Il utilise le divertissement parce qu'il est très fort, le divertissement. Il est très séduisant. Il va là où on en a envie, en fait. Il utilise les moyens de l'art. Vous avez remarqué? Bah oui, on utilise des artistes et le savoir-faire des artistes, la virtuosité des artistes, pour faire du divertissement bien foutu. Et oui. Et il y a beaucoup de gens très très forts, des comédiens, des cinéastes, qui font des choses sans intérêt. Enfin, des choses bien faites, mais qui ne font pas avancer le schmilblick, si vous voulez, du point de vue de la comprenette. Ils font de bons divertissements. Ben oui, mais si même les artistes sont attrapés par l'industrie du divertissement, et ils le sont, vous savez pourquoi? Problème politique et économique. Par exemple, moi je connais de jeunes comédiens passionnés qui veulent jouer Shakespeare, Beckett, je sais pas quoi, qui veulent faire jouer du Brecht, aller dans les campagnes, qui ont plein d'idéal, etc. Sauf que pour gagner leur vie, ben si on leur propose de tourner dans une série à la con à la télé, mais quand ils gagnent 1000 € la journée, ou le quart d'heure même, pour tourner dans une série stupide, où ils sont simplement un pion, on leur dit même pas bonjour, au revoir, on les maquille, tu fais ton truc et tu te bats, tu as ton chèque, et ben ils vont le faire, ils ont raison. Et comme le monde de l'art est paupérisé, le monde des comédiens est paupérisé, parce qu'on nous parle tous les jours dans... Moi je lis Femina, par exemple, toutes les semaines, on parle d'un grand comédien. Regardez, il y a combien de semaines dans l'année, et combien de grands comédiens? On va vous parler de quelques dizaines de très grands comédiens. Oui, mais il y en a des milliers d'autres qui crèvent la dalle, et qui font rien, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, et qui voudraient bien. Mais il n'y a pas d'argent pour les aider, eux. Donc, ces grands comédiens sont sans doute des grands comédiens, mais on voit souvent, ils sont dans le système aussi. Hein. Après, il y a des contradictions. Moi, j'en connais, des très grands comédiens. Il y en a qui... Tout le monde n'est pas comme Laurent Terzieff, un saint du théâtre, n'est-ce pas, et du cinéma, qui vivait ça comme... Alors lui, profondément en poète. Il le disait, la poésie, c'est ce qui lui importait. Mais il y a de grands comédiens qui sont dans la... De temps en temps, font des films de divertissement, il faut bien gagner sa vie, avoir sa résidence secondaire, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent. Le problème, c'est très compliqué. Hein. À quel moment on est dans l'art exigeant, qui contribue à l'émancipation collective, et dans quel moment on est dans le divertissement qui contribue à l'inverse. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas de divertissement. Je dis que simplement, si on inversait les modes de production, mais c'est impossible, parce qu'il y a une question de fric, audimat. Si on inversait, on aurait 90% de création artistique, cinématographique, littéraire, qui nous conduirait vers un effort, et 10% pour nous divertir. Allez, alors, soyons pas trop sévères. 70%, 30%, ça serait bien. Aujourd'hui, c'est 95% de divertissement et 5% du reste. Et le reste, c'est à quelle heure à la télé? Voilà, donc c'est réservé à une minorité. Voilà, et donc, la question que tu poses d'intelligence collective, pour moi, je la pose en ces termes-là. Aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est que l'intelligence des peuples, comme on dit, elle est particulièrement... moi, je te dis à la recherche, moi je suis plus pessimiste, elle est combattue. Elle est combattue par un instrument qui est... Et on est complice. Voilà, c'est tout. On est complice parce que c'est naturel, c'est humain. C'est humain de se défatiguer. Parce que le travail de conscience, c'est une fatigue. Eh oui, c'est fatigant. Une dernière question? Non. C'est pas une question, mais c'est par rapport à ce que vous dites. Je pensais vous parler des cinéastes, des acteurs qui acceptent d'aller dans certaines séries de divertissement pour gagner beaucoup de temps et qui ne peuvent pas faire autrement. Je pense qu'il y en a qui ont plus d'éthique que d'autres. Je pense qu'il y a des personnes dans l'art qui refusent, qui n'ont pas besoin de résidence secondaire, par exemple, qui peuvent gagner. Comme vous disiez, l'important, c'est pas d'avoir. Donc je pense que quand on a une éthique, je pense à ça parce que, je veux dire, je parlais tout à l'heure du divertissement, que c'était plus facile, que c'était... Quand on n'arrive pas à rentrer là-dedans, on en souffre beaucoup moins. Je vais pas smartphone, j'ai pas de temps en souffre parce qu'on n'est pas comme les autres. Je ne peux pas aller en grande surface, j'y arrive pas. Ça me fait pleurer. Et donc, je veux vous dire, mais parce que ne pas être comme la plupart des gens... J'ai vu, bon, je ne veux pas la télé parce que j'ai regardé Arte, je veux dire, je sais ce qui se passe à la télé. Mais
quand je dis aux gens, là je retarde depuis 3 mois d'aller un peu à Intermarché acheter mes propres livres, parce que les livres, quand on refuse, c'est pas peut-être pas une question de livre, c'est obsessionnel. Je n'y arrive pas, si je oblige quelqu'un à regarder la télé, et pour vous dire, c'est parce que vous me disiez, c'est plus facile d'aller dans le canapé, regarder un divertissement, où c'est normal, c'est humain. Je crois que parfois, moi vraiment je m'ennuie pas, moi je lis beaucoup de la poésie ou des romans poétiques, je pense plutôt que, Oui. voilà. Le Clésio, Duras ou Modiano, c'est de la vraie littérature, il n'y a pas de problème. Voilà, ou d'autres choses. Il y en a d'autres, bien sûr. Je lis beaucoup de la musique, et je m'ennuie pas, je trouve que le temps passe très très vite, et la vie elle passe très très vite. Si on passe du temps dans la nature, ou avec des gens, je ne suis pas très sociable, moi, et même seul. Et malheureusement, la plupart, c'est vrai comme vous le dites, les gens sont pris dans un système qui tourne sans notre tête, quoi, on ne remarque pas assez ce qui est né, ce qui est. Si je comprends, tu vois, je trouve ça affreux, les parkings, je ne me déplace pas très peu en voiture, en ville, enfin, je vais ici pour aller loin. Et je trouve que j'envie toutes les personnes, même ici, qui arrivent à faire ces choses-là. Je n'arrive pas à rentrer à Carrefour parce que ça me. Les lumières, les néons, comment dire. Il y a toujours. On perd la sensibilité à ça. Vous avez, vous, cette réaction-là. On a tous nos endroits d'anarchisme, de libertaire. Vous, c'est dans ce domaine-là, d'autres, on a tous, parce qu'on le sait ça, qu'il y a des choses qui nous étouffent. On a cette intelligence tous, c'est-à-dire qu'à un moment on sait, et de temps en temps on a des gestes, des mouvements, on s'autorise des choses, on va contre le consensus, contre la convention, contre le confort. Ça nous arrive à tous d'être anticonformistes sur tel. Ouais, heureusement. Moi je plaide pour qu'on le soit plus, c'est tout. C'est un jeu perpétuel, vivre socialement, entre la soumission à des règles qui sont nécessaires, des règles de vivre ensemble, il en faut, des lois, des règlements, bien sûr. Un code de la route, si on n'obéit pas, on se tue, quoi. Donc il y a des règles nécessaires. Et après, le combat perpétuel, c'est de trouver sa liberté et de l'imposer, parce qu'elle n'est jamais donnée dans ces règles-là. Après, comment on fait? On peut très bien, comme vous dites, il y en a qui deviennent vraiment des artistes, par exemple, ou des gens qui refusent tout le système, qui partent habiter loin, ou qui s'isolent, etc. Alors, on peut faire sécession, moi, c'est pas mon choix. Moi, je me bats à l'intérieur du système social. Bon. On se sépare. Voilà, on va peut-être arrêter. Non, je veux dire les conséquences de tout ça. On a eu l'exemple quand Messi est venu au PSG. Moi, ça me désole de voir tous ces gens mais ça serait le vrai Messi qui serait venu. Il aurait eu moins de succès, quoi. Il y a une effervescence des gens, mais on se dit, enfin, on est devenu débile. Oui, mais le sport en général est devenu un instrument de divertissement. Alors que c'était un lieu d'éducation populaire, c'est devenu un instrument de divertissement. Toutes les choses positives qui travaillent pour l'intelligence collective sont retournées par le pouvoir économique. C'est très sciemment fait, c'est très doué et très fort. Ils sont forts, les gens, en face de nous, les ennemis. Voilà. Simplement, moi quand je vais parler, etc., je parle de poésie, je parle de ça. Parce que la poésie, pour moi, est un moyen de parler de tout ça. Et simplement, ma parole, elle ne cherche pas à donner des leçons, à rendre des choses claires. Le travail d'intellectuel, c'est à clarifier. Simplement, ce que je dis, les gens le savent. Il suffit de le formuler. Moi, je le formule, c'est tout. Et j'essaie de légitimer en eux ce que je crois. Nous avons une force, tous, quoi. Cette force, moi, j'appelle poétique. Capacité à sortir du cadre. Capacité à s'émerveiller et à être en colère, à refuser aussi. La poésie, c'est aussi le refus de ce qui dénie l'humain. La poésie, elle peut être aussi de colère et de protestation, n'est-ce pas? Souvent. Mais elle l'est au nom de l'amour. Je reviens. Merci. Voilà, Merci allez. beaucoup. Alors, quelques petits très délicat. Merci Jean-Pierre, merci infiniment. Certes, Clermont, c'est pas très loin, mais quand même, avec ta charge d'emploi du temps, venir ici, mais avec quelques réjouissances par la suite de la soirée. Merci infiniment, peut-être à l'année prochaine ou dans 2 ans.
petit éloge de la poésie. C'est pas des poèmes, c'est une prise de position de ta part. Allez-y, vous pouvez y aller sur tous les plans, y compris, excusez-moi que c'est barbarisme, 2 euros. Et une théorie de l'amour merveilleuse, ça prend énormément de temps et c'est passionnant. Pour 12 euros, André est là-bas, elle va vous vendre autant de livres que vous voudrez. Si vous en étiez d'accord, vous nous retrouveriez le mercredi 19 janvier à la salle Robert Lebourg, où nous dirons que, comme titre à peu près, la situation qui est faite à la nature appelle un changement de société en urgence. Nous aurons comme intervenant un dénommé Hervé Letreux. Il est professeur à Sorbonne Université, à l'école polytechnique. Il est membre de l'Académie des sciences. C'est la première fois que nous recevions un académicien à l'atelier, et aussi de l'Académie de l'agriculture. Mais plus concrètement, plus les pieds dans le cambouis, si je peux dire, il a participé à 5 rapports du GIEC, vous savez, le groupement interministériel d'études du climat, et il a fait plusieurs études là-dessus. Il a été membre du comité scientifique du Programme mondial de la recherche sur le climat et a fait partie du suivi de la COP22, les fameuses COP qui vont toujours dans l'inutile. Donc ça sera une soirée, je pense, tout à fait intéressante. Nous avons l'habitude de dire des petites choses un peu bien particulières à la fin de nos réunions. L'atelier, c'est une association, notre trésorerie est limité. Si vous avez l'intention moindrement de nous aider, vous posez votre don sur la table, ça nous ira très bien. Encore plus bassement matériel, mais c'est déjà une évolution dans le comportement, chacun remet sa chaise à sa place. Et enfin, de la part de l'atelier, bonne année, bonne santé et au 19 janvier. Merci encore Jean-Pierre.